Dernier numéro de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans la parenthèse. Avant de dire oui à ce joli monsieur ou à cette belle dame devant monsieur le maire, le prêtre, le pasteur ou encore l'imam, il y a bien des examens prénuptiaux à faire pour des tests de compatibilité. Parmi ceux-ci, l'électrophorèse pour savoir si, à la longue, votre couple risque d'avoir un enfant drépanocytaire. La drépanocytose, cette pathologie qui épuise financièrement et mentalement, eh bien, nous en parlons. Puis, on va découvrir une jeune dame au parcours atypique. À 25 ans, elle occupe une fonction pour le moins noble. Et bien sûr, elle est l'une des femmes à s'illustrer dans son domaine. C'est une fierté pour le 229. Rebecca allume aujourd'hui ses projecteurs sur une autre Rebecca. Au cœur de la discussion ce matin, le téléphone portable dans le couple. Que peut-on en trouver si un jour on décide de l'éventrer? Des révélations, des secrets, en tout cas pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans le couple, nous faisons le débat. Installez-vous, la parenthèse est ouverte et on y va tout de suite avec la minute de l'humoriste. Ce n'est pas quelque chose de grave. Même si ce n'est pas grave pour mon mari, là. Voilà. Et c'est mon pépé qui est décédé. Donc on m'a appelé. Ton grand-papa? Voilà. Il est décédé, on m'a appelé de venir au village. Je suis partie il y a 3 jours. Je viens d'arriver. Les gens, ils ont parlé de Akwejo. Bon, moi, bon, quand on a soutenu, je dis que moi, il a un job. Donc je lui ai dit, c'est comme ça. Ils ont dit que pour la mort du pépé, il doit donner de l'argent aussi pour participer. Le truc là aux obstacles. Pour aider sa femme. Oui, et c'est tout ce que j'ai dit. Le problème a commencé. C'est tout ça. C'est tout. Vous avez entendu? Et Figan, vous avez entendu? Comment se fait-il que ton grand-papa, c'est nous, ton papa est vivant, ta maman est vivante, et c'est ton grand-papa maternel, notre tuteur qui est décédé, on m'a encore dit que je vais encore participer dedans, je vais encore donner de l'argent. Nana, qui va accepter? Figan, qui va accepter? Non, ta chérie, ta femme là, en question, elle a raison. C'est comme ça, elle n'a pas encore raison. Pourquoi? Parce que c'est toi le beffon. Sinon, comment se fait-il? Comment beffon? Tu es beffon parce que comment se fait-il? On t'a dit dans la famille, il faut que celle que tu veux marier là, tous ses parents soient morts déjà. Tu as mis d'Assion. Et tu as trito tellement. Elle ne m'a pas dit ça. Tu ne peux pas enquêter. Il y a ton papa qui est vivant, sa maman est vivante, et son grand-papa. Pour toi, ton cas, c'est pire que les autres familles. Ces grands-papas sont encore vivants. Pas d'agneau, pas et tes petits frères qui sont dans la famille. Attends, nous sommes et tes petits frères. Tu vas lui demander si ses parents sont vivants ou pas. Je vais lui demander ça. Tu vas enquêter. Comment? Aïe, comment? Figan, Oui, écoutez-moi très bien. Puisque j'ai mon dernier mot à dire. Maintenant, comment se fait-il que le beau-père de ta femme est décédé? La fille est venue dire ça. Vous commencez par raconter des histoires pour dire que vous n'allez pas cotiser et autres. Ça veut dire quoi? Moi, j'aime pas la honte. Je viens, toi là. Écoutez-moi, quand on marie une femme, tu as marié toute sa famille. Moi, je crois que tu veux dire quelque chose de bon. Hey. Toi là, tu es le père des enfants dans la famille, c'est ça non? Oui. Toi-même en question, à tes filo, quoi, tu n'as même pas un enfant dans la famille. Même poussé. Tu n'as pas dans la famille. Ben, ok, au filo, tu as non qu'un mais alors filo, famille au même. Non, même pas. Je le connais. Même pas. On dit qu'il a le père des enfants. Je l'ai vu. Même pas. Tu n'as même pas poussé dans la maison. Ok, filo, alors qu'un c'est quoi? C'est de moi, il parle comme ça. C'est ça, Ça suffit. je n'étais pas à la parole. On connaît un roi. Oh, Dieu, mais bien sûr. Et moi-même, je sais que depuis que je suis venue dans cette famille-là, vous ne m'aimez pas. Et oui! Comment? Sinon, comment on peut souhaiter la mort d'une toute une famille avant de prendre femme dans cette famille? C'est la loi de notre famille, non? C'est ça, non? Quand votre frère me cherchait, là, il ne vous a pas dit qu'il ne savait pas que mon papa et toute ma famille était encore vivants. Et quoi? Sinon, elle donne ses familles où est-ce? Maman, comme vous plaît. Alors que toi aussi, tu me dis que tes parents sont vivants là. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Ouais, je vais vous dire.
Quel biga? C'est fini. Lui là d'avant, on lui dit biga. Il n'a aucune autorité. De toutes les façons, Fika va emmener l'affaire là chez le DAR. Et on va voir ce que ça va donner. Personne. Tu le représentant des nous gagnons nos Il faut le dire ça. Je me C'est son marie. affaire. Donc avec mon mari aussi, c'est notre affaire. Ça ne vous regarde pas. Non, Très bien. c'est son affaire aussi dedans. Il a été c'est ça, lui aussi de la famille. bien. C'est lui, c'est lui attaquant là, non? Mouya, Oh, moi, je vais partir. Mouya. Écoutez-moi, il y a d'autant de ça, moi, je vais partir. D'ailleurs, là, si le père ou bien la père de ta belle-mère est décédée, là, c'est pas à ton beau-père de s'en charger. Attaquant, vous avez bien parlé. Arrête. Vous avez bien parlé. On dirait que vous êtes dans mon ventre. Tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que. Vous avez raison. Je veux un plan. D'ailleurs, toi là, si mon beau-père, ton père là, veut mon aide là, tu vas lui dire de m'écrire une lettre de sponsoring, une motion. Et il va bien remplir. Et je vais l'aider. Même ça n'est où chaise oué. Chaise oué. Nané de chaise oué. Mais là, chaise oué, ma chaise oué. Plat, ça n'est où plateau. Bon, je vais l'aider comme ça. C'est comme ça. Écoutez, moi, je ne vais pas essuyer cette honte-là. Hein, dans la famille, Quelle honte? c'est une honte. Hein, mais requérir des grands comme ça. Et on vous parle de cotisation pour le père de votre femme. Vous commencez par raconter des histoires. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. D'ailleurs, je fais un boulot. Je fais un boulot comme ça. C'est nous qui sommes contre. Mais nous vivons ce qu'on a dit là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Honte à vous. Tu sais bien. Honte à vous. Mais toi là, en tout cas, Tu vas où? Tu vas où? Comment? Eh, tu vas donner. Comment je vais Tu vas donner. Comment je vais l'épouser à Tagan? Tu vas donner. Et là, moi, et village n'est pas un one way. Tu es tout. On va trouver une Et là, femme. pas un way. Vous n'avez pas femme. Hein? Un élément donc qui met en relief les réalités sociologiques de notre pays. Mylène Fanon, de notre pays, mais aussi de l'Afrique en général, de l'Afrique en général. Mylène, bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour Edmond, bonjour téléspectateurs. Lorsque votre parent ou votre grand-père ou votre aïeux décède, on demande à votre mari de participer, même si celui-ci n'en a pas suffisamment. Il est obligé de bouger le cul. Hein. Oui, tu as parlé d'une participation, c'est obligatoire. On ne lui demande pas de prendre tout en charge, mais tout au moins sa participation. C'est obligatoire. Il faut qu'il se sente concerné. C'est la famille, c'est une grande famille. L'Afrique, c'est une grande famille. Et on va demander l'avis de ton invité. Oui, du lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel en plus. Donc voilà, faut pas blaguer là-bas. Le lieutenant-colonel Romuald Aïtchéou Boton. c'est bien ça. Il est Il est pédiatre. médecin pédiatre. Oui. Mais avant, on va lui demander, hein, est-ce que vous êtes d'accord quand on exige la participation du mari, quand c'est une grand-mère qui décède ou quand c'est l'aïeux à la limite qui décède? En fait, je crois que la richesse de l'Afrique, c'est l'environnement socio-culturel dans lequel nous vivons. Parfois, c'est une richesse, parfois, c'est une défaillance. Mais dans ce cadre-là, pas exiger, bon, je ne dirais pas exiger, mais que de façon spontanée, qu'on puisse en fait soutenir en fait, la personne pour qui on a choisi. Ça, on ne peut pas lui demander de faire beaucoup, hein, mais quand même de faire quand même un effort pour pouvoir soutenir sa conjointe, c'est important. Mais on le voit, hein, quand c'est une grande personne qui décède, on casse la tirelire, on fait à corps, comme on l'appelle chez nous, on se met tous en uniforme et puis bon voilà, on se pavane dans tout le quartier pour faire une démonstration de force. Oui, mais en ce qui concerne ça, moi je pense que il faut qu'on commence par un peu régresser dans cette mentalité parce que nous à l'hôpital on voit des choses vraiment qui sont extraordinaires. Vous voyez un patient qui est là, difficilement on arrive à sortir de l'argent pour pouvoir le prendre en charge, mais dès qu'il est décédé, on a l'impression que c'est la personne la plus riche du village, quoi. C'est-à-dire que tout le monde mobilise les fonds pour pouvoir enterrer. Est-ce qu'il faut qu'on continue de mobiliser les fonds Pour célébrer les morts. Pour célébrer les morts ou mobiliser les fonds pour Regarder bien le vivre vivant. avant de mourir? Là est la grande question. Tout ça,
Certains vous diront peut-être que lorsque vous cotisez pour son enterrement, vous êtes sûr que vous ne cotisez qu'une fois et que lorsque vous cotisez pour qu'il se rétablisse ou qu'elle se rétablisse, c'est que à chaque fois vous serez peut-être appelé à cotiser de nouveau, On ne vit qu'une fois, hein. n'est-ce pas? On ne vit qu'une fois et la vie, en fait, je crois qu'elle mérite d'être vécue. Chaque jour, c'est une vie. Et si on est capable si on est en mesure de pouvoir soutenir quelqu'un à l'hôpital et que la manière de le soutenir après son décès n'est pas aussi grandiose, moi je pense qu'à l'hôpital, c'est beaucoup plus important que pendant Après qu'il est sa mort. voilà, après sa mort. Bien, chaque jour est une vie, chaque jour est une opportunité aussi, chaque jour est une chance. Saisissez toujours la vôtre. Bien à vous. Allez, on installe le premier plateau. Et c'est bien sûr le plateau santé. On parle drépanocytose. La drépanocytose, dis-nous tout. Pas moi, le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour Hélène. Alors, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de commencer par parler, de définir la drépanocytose, je vais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette maladie. Parce que la drépanocytose, mine de rien, c'est la 4e pandémie de l'Afrique. La 4e pandémie de l'Afrique. Oui. Surtout parce que, en fait, c'est une maladie qui ne touche que les Noirs. Ah bon? Ok. Ouais. Que On les a Noirs. tendance, Exclusivement que les Noirs. Que les Noirs et les Asiatiques. C'est-à-dire que nous avons la forme S et C chez les Noirs et nous avons la forme E chez les Asiatiques. Pas les Occidentaux. Pas les Occidentaux. Mais pourquoi? Ben parce que, en fait, c'est une maladie génétique. Donc, elle est génétique et elle est cette transformation génétique, en fait, ne s'est faite que dans la population noire. Elle n'existe pas dans la population occidentale. Une punition peut-être? Pas forcément. Et c'est juste une modification au niveau des acides aminés qui produisent le gène. Le gène. Donc, ce n'est pas une punition. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas savoir quand. Mais il faut dire aussi, en fait, que non seulement elle est la 4e pandémie, mais dans la plupart des pays en Afrique noire, on connaît beaucoup plus les maladies, en fait, des Occidentaux que nos propres maladies. La 4e pandémie, nous avons une absence totale, par exemple, de politique nationale en matière de prise en charge de la drépanocytose en Afrique de l'Ouest. Nous avons un taux d'analphabétisme parce que la maladie est compliquée. Nous avons un taux d'analphabétisme qui est très élevé dans la population, si bien que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas en fait conscience de ce que c'est que la drépanocytose. Et nous avons, ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons les obstacles socioculturels. C'est-à-dire, en Afrique, quand un enfant commence par avoir des douleurs ostéo-articulaires, on pense tout de suite que c'est le sorcier du village qui veut en fait qui veut lui faire du mal, ou bien c'est la tante du village qui est en train de manger ses os, Qui veut en faire du méchoui. Voilà, qui veut en faire du méchoui. Et puis nous avons maintenant le dernier obstacle, c'est l'obstacle en fait économique. L'obstacle économique, parce que la drépanocytose, c'est une maladie en fait qui coûte très cher. Ça coûte super cher, la prise en charge. Et donc, il faudrait d'abord qu'on mette en place une politique nationale de prise en charge de la drépanocytose, parce que nous n'avons qu'un seul centre de prise en charge de la drépanocytose au Bénin, pour une population de 12 millions, alors que les Européens ont plusieurs, vous imaginez en France, il y a plusieurs hôpitaux qui prennent en charge la drépanocytose, alors que ce n'est pas une maladie liée à leur race, on va dire. À leur race. Donc, on va dire, je vais m'excuser auprès de mes collègues médecins, mais on ne va pas utiliser les grands mots aujourd'hui. On va aller de façon simple. La drépanocytose, en fait, c'est une anomalie du globule rouge. Le globule rouge, c'est qui transporte l'oxygène, en fait, qui permet d'avoir beaucoup de sang. Et le globule rouge, en fait, le noyau, normalement, il est rond. Oui. Mais chez les drépanocytaires, malheureusement, le noyau a la forme de S, chez les gens qui ont la drépanocytose S, la forme C, chez les gens qui ont la forme C, et la forme E, chez ceux qui ont la forme E en Asie. Et donc, en fait, cette forme de noyau-là fait que les globules rouges circulent mal dans les petits vaisseaux sanguins. Vous imaginez, les vaisseaux sanguins, c'est comme des tuyaux. Et normalement, quand tu es comme une bille, tu circules beaucoup plus facilement. Mais si tu as une forme de S, c'est beaucoup plus difficile de circuler. Surtout lorsque le vaisseau devient de plus en plus petit. Donc, en fait, c'est une anomalie du globule rouge qui fait qu'en fait, il circule moins bien. Et donc, par conséquent, quand la circulation est mauvaise, les globules rouges vont aller s'agglutiner, vont aller se cogner quelque part. Et quand ils s'agglutinent, en fait, ça donne ce qu'on appelle des crises
occlusive, c'est-à-dire crise vaso parce que c'est dans les vaisseaux sanguins, occlusive parce que les vaisseaux sanguins sont bouchés. Voilà, Et là, on a mal. très mal. Et si le maître mot en fait de la drépanocytose, c'est la douleur. Nous avons en moyenne 100 à 150 jours de douleur par an chez un drépanocytaire. Vous imaginez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur 365 jours, il a mal pendant pratiquement 100 jours. Waouh. C'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Et c'est épuisant aussi. Et c'est épuisant, aussi bien pour le patient que pour les parents. D'accord. Voilà. Et quels sont les symptômes? Alors les symptômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier symptôme en fait c'est la douleur. La Oui. douleur qui est due aux crises vaso-occlusives. Et souvent, le gros problème que nous avons en Afrique en fait, contrairement aux Européens, on ne fait pas le dépistage néonatal de la drépanocytose. Les Européens, tu nais aujourd'hui dans les 72 heures, en fait, ils ont ce qu'on appelle le test de Guthrie, qui en fait dépiste 5 maladies. Nous en Afrique, on est obligé d'attendre que l'enfant arrive à 6 mois avant de faire l'électrophorèse. Et encore, si on a la chance que l'enfant est correctement suivi. Et combien d'enfants sont correctement suivis en Afrique? Vous imaginez? Oui. Donc nous avons un gros problème sous les bras. Moi, pendant mes visites, je me rends compte en fait que près de la moitié des enfants, c'est au cours de la visite, par exemple, une visite médicale pour entrer dans une école ou bien pour arriver en 6e, quand on fait l'électrophorèse, paf, les parents se rendent compte que l'enfant est drépanocytaire. Alors, ce qu'ils ne savaient même pas. Et donc, c'est au bout de 6 mois qu'on remarque en fait les premières crises, qu'on appelle le syndrome pied-main. C'est les mains et les pieds qui se gonflent parce que en fait, les globules rouges en fait, sont restés bloqués au niveau des petits vaisseaux. Et là, du coup, les mains se gonflent et les pieds se gonflent parce que c'est bloqué Oui. là-bas. Le deuxième symptôme, en fait, c'est ce qu'on appelle les crises ostéo-articulaires. C'est-à-dire les articulations font mal, les os font mal. Parce que justement, comme c'est bouché, le sang ne passe pas en fait pour aller nourrir complètement les os et l'articulation. Et donc, du coup, ça commence par faire très mal. Et la troisième chose, c'est la crise abdominale. C'est la même chose. Les petits vaisseaux sanguins en fait, qui se trouvent en fait, au niveau du ventre sont bouchés. Et quand c'est bouché, du coup, la personne a tellement mal. Ça fait parfois tellement mal qu'on a l'impression en fait, que c'est un ventre chirurgical. Et si vous ne savez pas, vous allez partir ouvrir le ventre et vous vous rendez compte en fait, qu'il n'y a rien de chirurgical, vous allez le fermer. Donc l'enfant a tellement, c'est une douleur qui est tellement, elle est continue. Difficile à supporter Difficile à déjà supporter pour un adulte. pour un adulte. Donc vous imaginez pour un Quand enfant. cela attaque un enfant, Voilà, c'est compliqué. Et quand on est drépanocytaire depuis la naissance, Oui. jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort. On ne guérit pas de la drépanocytose. Et déjà, quelle est l'espérance de vie d'une personne atteinte de la drépanocytose? Actuellement, avec le progrès de la santé sous d'autres cieux, l'espérance de vie est assez bonne. on va Mais jusqu'à Jusqu'en moyenne, on peut aller jusqu'à 60 ans. 60 ans. On peut même, il y a certains qui vont un peu au-delà. Mais dans nos conditions d'exercice, où le dépistage néonatal n'est pas fait. 2, les gens sont découverts en fait de façon fortuite. Ou 3, on n'arrive pas en fait à savoir combien de personnes sont drépanocytées ou pas. Ben, vous imaginez, si le suivi n'est pas bon, le taux de mortalité est très élevé. Mais alors, docteur, il y en a qui disent que lorsque vous êtes drépanocytaire et que vous le savez, il faut très vite procréer pour pouvoir transmettre quelques gènes à l'enfant. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une réflexion de grand-mère? Sincèrement, entre la procréation et la drépanocytose, il n'y a pas aucune relation de aucune cause à effet. corrélation. De cause à effet qui a été montrée. Tout ce qu'on sait, c'est que les facteurs déclenchants de la crise vaso-occlusive, en fait, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le refroidissement. Un drépanocytaire, par exemple, ne peut pas passer de la climatisation à la chaleur d'un seul coup. Ah. Il va faire sa crise, oui. Il lui faut une transition. Une transition, Et voilà. quel type de transition? C'est-à-dire qu'il quelle faudrait peut être que la transition? ce soit progressif. Un drépanocytaire, par exemple, ne peut pas faire du sport. Oui. Il ne peut pas aller dans les hautes altitudes parce que quand il manque d'oxygène tout de suite, lui, il ne peut pas être déshydraté. Quand il manque d'eau, il a un problème. Un drépanocytaire, en fait, ne peut pas être stressé.
Vous allez voir souvent les dépensités font souvent leur crise à l'approche des examens. Dès qu'ils sont stressés, moi j'en connais plein qui ratent leurs examens à cause des crises vaso-occlusives. Oui. Vous êtes pédiatre, vous vous occupez des enfants. Oui. Et les enfants drépano, comment est-ce que vous arrivez en quelque sorte, prendre soin d'eux, puisque la douleur déjà chez un adulte est insupportable. Les enfants, comment est-ce que vous gérez? Est-ce qu'il y a un traitement particulier au niveau des enfants, pour les D'accord. enfants? Au niveau des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord un suivi, il faut d'abord qu'on fasse un dépistage et qu'on sache en fait quel type de drépanocytose vous avez. En Afrique, nous avons deux formes, nous avons les SS, nous avons les SC, et il ne faut pas, on oublie souvent ce qu'on appelle les S-bêta-thal. C'est-à-dire la thalassémie, c'est un cousin de la drépanocytose et tu peux associer les deux. Et les CC, c'est vrai qu'ils ont moins de crise, mais quand même, ce sont aussi des homozygotes. Voilà, c'est les 4 formes que nous avons en général. Et pour les Et les primes en charge, AS? les AS, Oui. je vais en revenir tout à l'heure, les AS, c'est ce qu'on appelle les hétérozygotes. Jusqu'à il y a 10 ans, on avait l'impression que lorsqu'on est AS, on ne faisait pas de crise. Ou qu'on est AC, on ne faisait pas de crise. Mais depuis 10 ans, on s'est rendu compte que lorsqu'on est AS, on ne suffit pas de dire je suis AS, donc je suis bien portant. Ou je suis AC, je suis bien portant. Non. Il faut aller un peu plus loin, faire ce qu'on appelle l'électrophorèse quantitatif. Pour mesurer en fait le taux de S et le taux de C. Quand le taux de S est supérieur à 35% ou le taux de C est supérieur à 40%, il faut faire attention. Ce sont des personnes en fait qui font des crises comme des SS ou des SC ou des S-bêta-thal. Vous voyez? Donc les données ont changé. Il ne suffit plus de dire je suis AS, donc c'est sûr que je ne ferai plus de crise, ou bien je suis AS, donc je suis protégé. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai reçu une jeune fille qui était AC, donc les parents étaient convaincus qu'elle ne pouvait rien avoir. Et elle est arrivée avec une douleur abdominale tenace. Une fièvre qui a duré pendant une semaine qu'on a prise en charge dans un centre de santé de la place. Et quand tout le monde a pensé en fait que c'était un abdomen chirurgical. Et quand j'ai posé la question, c'est son faciès qui attire l'attention. Je dis, mais attends, cette petite-là n'est pas drépanocytaire. Et le papa qui me répond, non, elle est juste AC. Vous voyez, il était tranquille dans sa tête parce qu'il se disait, ça ne peut pas être ça. Mais il se trouve que c'était vraiment une crise vaso-occlusive mésentérique. Qu'est-ce que ces petites en ont fait? Et c'est en ce moment qu'on a mis en place le protocole. Oui. Et donc la prise en charge en fait des drépanocytaires, il y a ce qu'on appelle, c'est un suivi en fait trimestriel, d'abord mensuel au début et trimestriel avec le temps. C'est des gens qui hémolysent vite, ils cassent les globules rouges parce qu'ils ont des globules rouges de mauvaise qualité. Donc ils ont beaucoup de fer qui circule, donc c'est pas la peine de leur donner du fer. On leur complète plutôt de l'acide folique pour pouvoir leur permettre en fait de reformer de bons globules rouges derrière. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, il faut leur demander de boire beaucoup d'eau. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ne doivent pas déshydrater. Donc, en permanence, on leur demande de s'hydrater. Et quand ils arrivent, en fait, parfois, pour leur traitement, la première chose est l'hyperhydratation. Hyperhydratation. La troisième chose, c'est mettre parfois une antibioprophylaxie au long cours qui permet en fait de les empêcher de faire ce qu'on appelle des infections ostéo-articulaires sévères plus tard. Parce que les drépanocytaires, c'est des terrains qui sont très fragiles et qui peuvent tout de suite, moi je dis souvent à mes patients en blaguant, j'ai plus peur d'un drépanocytaire qu'un séropositif. Un séropositif, on sait qu'il a le VIH, s'il prend bien ses médicaments, on sait qu'il peut tenir dans le temps. Mais vous pouvez voir un drépanocytaire à 8 heures, il va mourir à 8h30. Et ça, je l'ai déjà vu plusieurs. Tu vois l'enfant, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis aux parents, mais non, il faut que l'enfant reste. Les parents te disent, non, on est habitué à la crise, ne vous inquiétez pas. On va repartir à la maison, si ça ne va pas, on va revenir. Ils partent à la maison, le temps de revenir, L'enfant n'est plus là. l'enfant n'est plus là. Donc ça va très vite chez eux. Et la troisième chose, c'est qu'on augmente, en fait, c'est des gens qui n'ont pas assez. Du fait de cette hémolyse massive, ils n'ont pas assez de sodium dans le sang. Donc on leur demande de saler un peu plus leur repas ou de prendre un verre d'eau salée, soit en fonction de leur taux de sodium dans le sang, soit par semaine, soit par jour,
pour essayer de fluidifier un peu plus, pour leur permettre de circuler un peu plus facilement leurs globules rouges qui sont de mauvaise qualité. Maintenant, ce sur quoi en fait j'attire l'attention des gens, si vous avez un garçon qui est dépensitaire, il faut faire attention. Quand il commence par arriver dans la période de pré-puberté, s'il a une érection involontaire qui dure plus de 30 minutes, il ne faut pas dire que... Un petit garçon. Un petit garçon, oui. Il ne faut pas dire oui, c'est parce qu'il a vu quelque chose que c'est une érection qui est là depuis 30 minutes. Une érection, normalement, ne dure pas plus de 30 minutes. En tout cas, une érection normale. Normal. Donc, vous avez votre petit garçon qui est là, qui est tendu, et vous le voyez, et ça dure pendant plus de 30 minutes. Parce que ce qui se passe derrière, c'est que si, au bout de 6 heures, on ne met pas le protocole, le traitement adéquat, c'est que ce garçon devient impuissant. Ouais, parce qu'en fait, c'est... Ah oui, l'impuissance, c'est très craint à écouter. Voilà. C'est Parce craint, qu'au bout c'est de même 6 craint que le heures, sida. parce que ce sont les vaisseaux sanguins, en fait, les vaisseaux sanguins, le sang est rentré, en fait, dans la poche du pénis. Et comme les globules rouges sont de mauvaise qualité, ça fait le même phénomène. Ça s'est bouché. C'est bouché. Donc, il faut aller rapidement déboucher. Vous allez avoir l'impression que c'est une érection normale, mais non, ce n'est pas une érection normale. Donc, si vous avez un enfant dépensitaire qui fait ce qu'on appelle le priapisme, il faut tout de suite l'amener à l'hôpital. Il ne faut pas le garder pour dire oui, que ça va descendre ou bien mettre de la glace dessus. Ce que font souvent beaucoup de parents. Pour dire oui, c'est parce que ouais, donc il a vu quelque chose, Oui. voilà, alors que ce n'est pas du tout ça. Alors, docteur, on nous dit souvent qu'avec un drépano qui fait une crise, il faut mettre du lourd sur cette personne. Du quoi? Du lourd, Enfin, des un objets bien objet, lourds, un ou objet des qui pèse. briques, oui, quelque chose qui pèse Il faut vraiment aller chercher des pour pavés. pouvoir le soulager. Est-ce vrai? Alors, sincèrement, vous imaginez mettre quelque chose de lourd sur quelqu'un qui a très mal. Ouais. Ah, mais sincèrement, c'est pas possible. Ah oui. Il vaut mieux plutôt hyper hydrater. Il faut aérer là où il se trouve, en fait, pour qu'il puisse en fait beaucoup plus s'oxygéner que d'habitude. D'accord. Donc, cette histoire de merde du loup, non, c'est pas du tout. Et ce sont des personnes en fait, qui sont très sujets aux petites infections. Donc, quand un déparasitaire arrive, nous avons l'habitude, par exemple, de traiter systématiquement le paludisme ou bien de mettre 2 antibiotiques pour en attendant d'avoir les résultats plus tard. Donc, c'est les gens en fait, qui sont beaucoup plus fragiles que les enfants normaux. D'accord. Le protocole, le traitement dont vous avez parlé il y a un instant est aussi valable pour les grandes personnes, les adultes, les pas adultes, que pour les enfants. Pas que pour les enfants. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'en fait, on est dépensitaire depuis la naissance, on l'est pendant son enfance, on le reste. Et moi, là où par exemple, moi j'ai été formé pour prendre en charge les dépensitaires sont pris en charge depuis qu'ils sont petits. Et même si vous arrivez dans le service de pédiatrie, dans l'hôpital où j'ai été formé, que vous voyez un adulte de 45 ans couché, vous savez déjà que c'est un dépensitaire, on n'a pas besoin de vous dire. Un adulte au service Voilà, de pédiatrie. voilà. Vous savez Ça fait quand même un peu bizarre. Vous savez d'ores et déjà que c'est un dépensitaire parce que ce sont seulement eux qu'on regarde là. Waouh. Alors, docteur, un dernier mot. Un dernier mot, en fait, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On a eu Il y a certains plutôt qui trouvent qu'on en a déjà trop parlé. Oui, on a eu la journée, par exemple, vous savez que c'est quand la journée mondiale de la dépensitose. Oh non. Alors que je suis sûr que tout le monde connaît la Saint-Valentin. Vous Tout le monde aussi. connaît Oui, mais c'est ça. Mais ouais. En fait, nous sommes dans un système où, en fait, nous sommes à l'aide de la modernisation. On s'occupe beaucoup plus du futile, mais tout ce qui est essentiel, on ne s'en occupe pas beaucoup. Et là, c'est dangereux. Le 19 juin, on a fait la journée mondiale de la dépensitose. Quasiment personne n'en a Passé parlé. sous silence. C'est passé sous silence. Il faudrait que vous, les gens des médias, il faudrait que vous nous aidiez pour qu'on en parle plus. Parce que là, c'est une maladie de l'Afrique et du Noir. Ça fait un. Et si on n'en parle pas, nos populations ne seront pas informées. C'est une maladie difficile à comprendre en elle-même. Vous avez vu, elle frise un peu le fétichisme dans sa pathologie. Et puis, on a l'impression que c'est un gris-gris ou bien quelqu'un qui est en train de manger les os de mon enfant. oui. En train de faire poulet Qui est en train de piqué faire poulet voilà, avec mon enfant. Ça Bon. fait la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, quand moi je reçois les enfants et qu'ils sont AS ou qu'ils sont AC,
Je dis qu'il faudrait qu'on commence par relayer l'information au niveau des églises, au niveau des mairies, au niveau des mosquées, au niveau de toutes les institutions religieuses. Quand deux personnes veulent se marier, si par hasard, ces deux personnes-là, ils sont AS ou AC, il faut leur dire niet. Ils ne peuvent pas se marier. Parce que si on ne coupe pas en fait la propagation, d'ici une trentaine d'années, les gens ne comprenant pas ce que c'est que la drépanocytose, on va se retrouver avec une population de pratiquement plus de 30% à 40% de personnes qui sont SS et SC. Et là, ça va peser lourd dans la prise en charge sanitaire. Parce que c'est des gens, en fait, qui vont aller beaucoup moins au boulot que les autres, parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire le crise, ils ne pourront pas répondre présent. Et c'est des gens, en fait, qui seront... Donc, il y aura l'absentéisme qui ne seront pas opérationnels comme les autres. Donc, Mais, docteur, est-ce que lorsque deux personnes ignorantes, on va le dire ainsi, hein, AS, qui se mettent ensemble et qui ont un enfant SS, il paraît que on peut dénicher cela déjà derrière la formation du nouveau-né, effectivement. effectuer une amyosynthèse, c'est ça? Voilà. En fait, avec l'évolution de la technologie, on est même actuellement, dès le premier trimestre de la grossesse, de pouvoir savoir si vous êtes ensemble, de pouvoir savoir si l'enfant sera AS ou si l'enfant sera SS. Et si par hasard, l'enfant est SS, on peut déclencher un avortement. On va avorter l'enfant. Mais et si à chaque fois que vous tombez enceinte et que vous avez la chance ou la malchance que l'enfant est SS, vous faites quoi? Donc, la femme va se retrouver à faire un avortement. Est-ce que c'est ce qu'on c'est cela qu'on veut? Non. Dans ce cas, l'amour ne pourra pas triompher. Oui, j'ai l'habitude de dire en blaguant à mes dépensitaires, quand tu es AS, quand un garçon se pointe, ou bien quand une fille se pointe devant toi, la première chose, si par hasard tu as un léger ressentiment, tu fais pause, tu lui dis, va faire ton électrophorèse. Quand il revient et que tu vois que l'électrophorèse n'est pas compatible avec le tien, tu lui dis sincèrement, même si c'est le bon Dieu qui t'a parlé, je t'aime bien, mais ne continue pas ce que tu veux dire. Même si tu reviens du paradis avec le bon Dieu, ça ne va pas pouvoir. Ça va pas pouvoir, voilà. Mais si c'est compatible, allez-y. Voilà. Merci, docteur. De rien. Merci à vous. Mon colonel, merci. Oui, merci d'être passé sur la parenthèse. Sinon, dans la parenthèse, votre parenthèse à vous, elle se referme. Je crois que vous nous avez suffisamment éclairé sur cette pathologie et on va sans nul doute continuer avec la sensibilisation. Et cette émission va se poursuivre avec Nicanor Kovi. On sait quand il est là, c'est pour nous parler. C'est pour nous parler d'art. C'est pour nous parler d'art, tout simplement. On installe Nicanor Kovi. Alors aujourd'hui, il nous parle du métier de galériste. Mylène, est-ce que tu en sais quelque chose, le métier de galériste? Le métier, non. Le métier, non. Non? Jamais entendu parler. Non, c'est la première. La première fois. Nick, ne me regarde pas comme ça. Ça paraît surnaturel. Moi, je ne la regarde pas du tout. En fait, je la regarde même pas du tout. Est-ce parce que c'est que galeriste, moi, je la regarde pas du tout. Rebecca Kenya, on dit bonjour. Bonjour Raymond Amégan, bonjour Mylène Fanou, bonjour Nicanor Kovi, c'est bien ça, hein? Si on est 10, vous faites bonjour 10 fois. Ah, bonjour. Autant de bonjour que de personnes. C'est vendredi, elle a de l'énergie pour le week-end. Bonjour aux On sait téléspectateurs. pourquoi elle a de l'énergie. Je connais le thème du Elle a jour. sifflé Rebecca, les bouteilles de je vin. ne comprends plus son feeling. Hier, j'ai mis du rouge Bordeaux, elle a mis du rouge Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai mis du bleu, elle met du bleu. Je ne comprends plus. On est C'est connectés. plutôt à nous de vous poser cette question. Je vous comprends plus du tout. On est connectés, Vous toi trouvez et des moi. atomes. Vous voulez vous trouver des atomes crochus partout, dans tout. On est D'accord. connectés. Les téléspectateurs Nous sommes là pour parler témoins de cette démesure. N'est-ce pas? Oui. Allez, on est là pour parler du métier de galériste. Alors, vous savez déjà ce que c'est. Bonjour, amis parenthésistes. On commence par là, ça commence par un bonjour. On sait déjà ce que... Ça finit par une bonne journée. Ouais, ça finit par une bonne journée. On sait déjà ce que c'est qu'une galerie d'art. C'est un lieu où on peut exposer et vendre et même mettre en valeur des œuvres d'art, qu'il s'agisse d'expositions temporaires ou permanentes. Mais ce qu'on sait moins, c'est le métier de galériste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et sur ce plateau, j'ai Christiane Ako qui se trouve être une promotrice culturelle, galeriste de son état. Elle nous éclaboussera de sa science, de l'art contemporain et du métier de galériste. En l'occurrence, Christiane, bonjour. Bonjour.
Alors dites-nous tout, un galériste, c'est quoi concrètement? On va dire de manière vraiment très, on va dire raccourcie. C'est une personne qui ouvre un espace pour promouvoir et pour faire découvrir au monde entier l'art. Dans le cas de figure-ci, par exemple nous, chez Oshola, on a ouvert il n'y a pas longtemps ici un espace de promotion culturelle et artistique. Dans notre galerie, on accueille des artistes contemporains, mais pas que l'art plastique, il y a aussi la mode aussi. Parce que quand on pense art, les gens souvent pensent à l'art plastique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la mode, il y a aussi la littérature, l'art culinaire aussi. Mais dans le cas de Figure-ci, c'est vraiment un espace une galerie assez atypique, parce que aussi elle embrasse la culture africaine, qui est toujours en mouvement. Donc, ce n'est pas une galerie linéaire à la mode européenne, c'est une galerie vraiment vivante, avec vraiment un accord avec la culture africaine. Donc voilà un peu ce que je fais. Cela m'amène à vous poser une question, Christiane. Le galériste est-il le touche-à-tout de l'art finalement? Je dirais que oui. Contrairement à un vendeur d'art, le galeriste a vraiment un endroit fixe, figé, des murs, on va dire ça, alors que le vendeur d'art, il est assez, il peut être, on va dire, mouvant, voilà. Il peut être aujourd'hui à New York, demain à Paris. C'est le gitan de l'art. Oui, absolument, tout à fait, absolument. Et Voilà. donc, le galeriste, il a un local, il est là, il négocie. Tout à fait. Il sert d'intermédiaire finalement entre le créateur et l'acheteur, c'est bien ça? Absolument. Mais pas que ça. Mais pas que ça. Quoi d'autre, peut-être? On peut aussi, dans mon cas, dans mon état, je définis ma ligne Éditorial. Merci, c'est le médecin. Je définis aussi mes choix artistiques. Non, je ne suis pas que celle qui est là pour vendre les toiles. Non, il y a aussi un choix qui se fait par rapport à ma cible, par rapport aussi à l'image que je donnais de ma galerie. Donc je ne suis pas que des murs, je suis aussi la tête pensante de la scénographie artistique qu'il y aura dans la galerie. Est-ce là finalement la différence entre un galeriste, un tel et un tel autre? Le choix de la cible. Absolument. Chez Oshola, par exemple, qu'est-ce qui fait votre spécificité à vous? Nous sommes vraiment notre secteur, c'est vraiment les artistes africains. Voilà. Parce qu'on a trouvé que, étant donné que j'ai vécu et je vis toujours en Belgique, beaucoup d'artistes africains ont du mal à se faire accepter, à entrer dans les galeries. C'est pas évident. Maintenant. Mais pourquoi? Je pense que les raisons sont multiples. Entre autres, je vais taire ce que je pense personnellement. Merci. Ce n'est pas la tribune. Elle n'est pas non plus face à la mitrailleuse. Ouais, dans le même temps, oui. On parle d'art ce matin. Mais aujourd'hui, par contre, l'Afrique a vraiment le vent en poupe. Et donc, les collectionneurs recherchent vraiment l'art africain. Moi, je ne parle pas de l'art primitif, mais l'art, moi, contemporain africain, les naissants, les singuliers, la perle rare. C'est vraiment, mettons l'Afrique vraiment à la mode. Par conséquent, c'est plus facile de trouver une galerie qui accepte des artistes africains. Mais dans nous, on est vraiment que sur le créneau artistes africains. Il y a une question intéressante qui me vient à l'esprit. Un galeriste, ça se forme comment? Il y en a, c'est quoi à dire, mais c'est un peu de l'inné, c'est la passion qui définit aussi le choix de métier. Il y en a qui vont prendre des cours d'art par exemple, mais dans mon cas par exemple, c'est à la fois une compétence que j'ai acquise, mais aussi la passion qui parle. Donc c'est ma passion, on va dire, qui a plus porté dans le choix d'ouvrir des galeries, une en Belgique, une ici au Bénin, bientôt aussi une à Kinshasa. C'est plutôt la passion dans mon cas de figure qui a porté, qui a prévalu sur mon choix de métier. Et la passion, ça fait gagner combien un galeriste en moyenne? On touche des commissions, je le sais, mais combien en moyenne? Écoutez, c'est vraiment fluctuant. Ça part de 10, c'est dérisoire, mais oui, il y en a qui prennent 10%, jusqu'à 55% aussi. Donc c'est vraiment fluctuant. Ah, quand même, il y en a qui gagnent plus que le créateur. Oui. Oui, parce qu'ils font tout ce qui est autour. Ils font aussi le marketing, la communication, l'imaginaire. Ils sont aussi une belle écurie. Ils ont aussi un nom qu'ils apportent aussi à l'artiste. Donc, ils prennent aussi la galerie. Voilà. Et mon amigo, dans un contexte béninois, est-il facile d'être galeriste et d'en vivre? Écoutez, je suis depuis quelques mois au Bénin.
bientôt 1 an d'ailleurs. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, disons ça. Alors, est-ce que le galeriste peut être manager à l'occasion? Manager d'artiste. Manager d'artiste. Oui, absolument, absolument. On a, dans l'écurie, par exemple, on a des choix d'artistes qu'on peut suivre. Voilà, moi j'en ai 4, par exemple, que je suis au Bénin ici. Mais ça, c'est un choix. Mais donc, autant je peux vendre plein d'artistes différents, autant il y a 4 avec qui, au moins, je suis leur agent artistique. Et donc, il n'y a que moi qui ai le droit vraiment de définir leur choix de galerie ou leur choix de promotion et tout ce qui a rapport avec la vente de leurs produits. Rebecca Kenyon brûle d'envie de lui poser une question. Oui, votre galerie est installée au Bénin depuis combien d'années déjà? La première année, quelques mois. D'accord. Est-ce que vous sentez de l'affluence du côté des Béninois? Je pense que le marché de l'art, de l'art plastique, est vraiment un marché qui est vraiment prometteur au Bénin. On a une somme de talents insoupçonnés, connus et aussi inconnus. Il y a plein d'artistes naissants et je pense que vraiment, et aussi de par sa culture, aussi de notre passé historique béninois, le Bénin est vraiment, je pense, un terrain très fertile en fait, je ne parlais pas des artistes, je parle d'un citoyen lambda. Des passionnés de l'art. Des passionnés de l'art. Des passionnés de l'art. Est-ce que les passionnés de l'art investissent votre galerie? Je pense qu'encore une fois, l'art n'est pas un besoin en soi, c'est juste un plaisir pour certains. Et ici, oui, les gens prennent de l'art juste pour décorer, c'est pas un besoin. Maintenant, pour certains néophytes, l'art est un besoin. Et dans le cas de figure-ci, oui, on a fait un événement le 14 passé, on a eu beaucoup de trafic, on a eu vraiment beaucoup de monde, plus que je ne le pensais. Donc je pense que oui. Oui, les gens sont ouverts à ça. Est-ce que ce n'est pas toujours l'apanage des bourgeois? Non. Ce n'est pas toujours vu comme l'apanage des bourgeois ici chez nous? Je pense pas, non. La dernière toile que j'ai vendue ça à une femme, une fonctionnaire. Donc pas du tout. Et elle n'a pas forcément un très très grand poste. Elle a un salaire un peu plus que moyen, certes. Mais non, pas du tout, je pense pas. On a quand même envie d'avoir des tableaux chez soi, mais j'ai l'impression que ça coûte souvent cher. Pourquoi? Généralement, quand on passe par un intermédiaire. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher? La question aussi est là. Des fois, quand il y a un coup de cœur qui parle, c'est pas cher. Pour une femme qui prend un chigan, c'est aussi cher aussi. Donc, non, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher? C'est tout est relatif. Tout dépend de ce qu'on veut. Oui, absolument. Et là, on met le prix ou pas? Et donc, le prix d'une œuvre d'art est fonction de quoi? La cote de l'artiste, la dimension on parle par exemple de peinture, la dimension de la toile, la cote de l'artiste, ça dépend de quoi tout ça? C'est de ça, voilà. Voilà. Tout ce que tu as dit. Tout est fait. Et aussi la galerie aussi qui le porte, il y a ça aussi. Donc la dimension certes, la cote de l'artiste, son talent, sa particularité, son image aussi, la galerie qui le porte. Donc tous ces petits éléments font que l'artiste est plus ou moins, voilà. Est-ce que, un peu comme ça se passe en musique, enfin oui, dans le monde de la musique ou dans le monde du sport, de la Formule 1, où on signe tel ou tel dans telle écurie, est-ce que ça peut se faire aussi dans le monde de l'art pictural, où on peut signer un artiste avec tel label ou telle autre écurie, ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus de la cote? Absolument. Et encore une fois, tout dépend encore de la cible de la galerie, la cible donc, des clients, et aussi de la ligne éditoriale de la galerie. Vous y arrivez finalement. Puisque vous m'avez parlé d'exclusivité. Il y a des artistes qui viennent exposer en exclusivité chez Oshola, par exemple. Oui. Sont-ils? Oui, il y en a. Ceux avec qui je signe, par exemple, tout dépend de l'accord qu'il y a entre nous, évidemment. Et je pense toujours qu'il vaut mieux ne pas être vu qu'être mal vu. Donc, tout dépend aussi de la vision que j'ai avec l'artiste. Et voilà. Et par conséquent, on définit ou pas s'il sera exposé uniquement dans une galerie donnée ou pas, ou uniquement à l'extérieur. Voilà. Tout dépend encore une fois de la vision que l'artiste a ou que nous avons en commun. Mylène Fanon, auriez-vous une question? Non, pas une question, juste un apport en quelque sorte. Allez-y. Je pense que c'est de l'art et l'art n'a pas de prix. Surtout les tableaux, c'est... Je sais pas, c'est unique. On vous exposera chez $1000, $1 $1, $1002. Ouais, On va faire la vente aux enchères Oui. de mon meuble, oui, pourquoi pas. Vous voilà comme surprise, je le représente. C'est aux enchères. C'est de l'art. C'est de l'art, tout simplement. Ça s'appelle taste de la parenthèse en fumée de verre. Ça. Allez, Christiane, qui fait la première
proposition. J'offre Non, pas pour ça. un franc CFA. Allez, Christiane Akpo, sur l'art et sur le métier de galeriste. Un dernier mot. Je pense que encore une fois, il ne faut pas forcément être poussé par la passion uniquement. Il faut aussi s'armer de compétences pour pouvoir être galeriste. C'est important. C'est pas un rêve, c'est un rêve, certes, mais c'est aussi une profession. En tout cas, merci d'avoir été à notre compagnie. Vous voilà désormais parenthésiste. Vous revenez quand vous voulez. Le plateau, il vous est ouvert pour parler de galerie, du métier de galeriste ou d'un autre pan de l'industrie culturelle au Bénin. Vous revenez quand vous voulez. Herman Amengon, c'était Christiane Akpo sur le métier de galeriste. Christiane Akpo, Marion Akpo, ça vous dit? Oui, on était ensemble hier d'ailleurs. C'est votre parent? C'est la famille ou... C'est mon cousin, éloigné, mais c'est mon cousin quand même. Alors, vous restez avec nous. C'est vrai, vous allez revenir, mais avant, vous restez avec nous pour découvrir une fierté du Bénin, une fierté du 129, et la dame qui s'en occupe est juste à côté de vous. Sous les feux de la rampe aujourd'hui, elle s'appelle Rebecca. Oui. Rebecca Kendiaoulé. C'est du narcissisme. Rebecca Kendiaoulé aussi a une fierté de 129 ans. N'est-ce pas? Ouais. En tout cas, on valide. Alors, celle que nous vous présentons aujourd'hui, elle a 25 ans et est déjà capitaine. C'est une jeune femme dévouée et passionnée. Elle a un amour particulier pour les sciences nautiques. Voilà pourquoi, après avoir obtenu son BTS en transport logistique, elle s'envole pour la Côte d'Ivoire pour étudier les sciences nautiques. Elle obtiendra son diplôme de lieutenant au long cours après 3 années de formation. Elle va bénéficier ensuite d'une bourse pour suivre au port d'Anvers-Brabo en Belgique une autre formation dans la maîtrise et la conduite des remorqueurs du système ASD. Actuellement, elle occupe le poste de capitaine de remorqueur à la capitainerie du port autonome de Cotonou. Je vous invite ici à la découvrir, Pascaline Rebecca Adjofogui. Depuis toute petite, je rêvais être pilote aérien et j'étais vraiment obsédée par les appareils volants. Et Dieu merci, j'avais le soutien de mes parents. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Juste après mon BPC, j'ai perdu mon papa. Et comme lui, il était un transitaire, il travaillait au port, j'ai pris la décision qu'après mon bac, je serai transitaire aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 années d'études à l'ENIAM. Et après ça, j'ai eu la chance et j'ai eu un stage académique à Roro Terminal Bénéessa. La société est spécialisée dans le chargement, le déchargement et le transbordement des véhicules en escale au port de Cotonou. Donc à tout moment que les navires de Grimadi venaient, on montait à bord pour faire les opérations. Donc les marins, ils me voyaient en tant que femme avec l'équipe de Roro Terminal Béné. Ils étaient surexcités. Donc moi-même, je profitais de cette occasion pour visiter les navires et discuter beaucoup avec les membres d'équipage. Et eux aussi, ils étaient vraiment ouverts à moi. Je leur posais beaucoup de questions. J'étais vraiment impressionnée par leurs réponses, les vidéos de leur traversée, tout ce qu'ils me montraient. Et j'avais fait une remarque que sur tous les navires, à bord des navires de Grimadi, il n'y avait pas de femmes. Donc un jour, j'ai demandé à un commandant du navire Grandité, j'ai dit, commandant, il n'y a pas de femmes avec vous? C'est là il m'a dit non, c'est compliqué de voir les femmes à bord des navires. En Afrique, lui n'a pas encore rencontré des femmes, mais en Europe, oui. J'ai dit, bon, donc il y a des femmes qui peuvent exercer ce métier. Il m'a dit oui, mais que c'est très difficile, que c'est une grande décision à prendre. Je lui ai promis que je vais exercer ce métier. Il ne savait pas quoi dire, mais je lui ai fait cette promesse. Donc, une fois à la maison, j'ai discuté avec ma maman et elle a accepté de m'envoyer en Côte d'Ivoire pour cette formation. Cette femme est première femme à non seulement s'intéresser à ce métier, mais aussi à l'exercer au Bénin. Les difficultés n'en manquent pas, nous confie-t-elle. Au milieu des hommes, comment se passe la collaboration? Elle nous raconte tout. Pour la collaboration avec mes collègues hommes au service se passe très bien.
en tant que femme, oui, c'est un peu compliqué. Il faut noter que ce métier est physiquement et psychologiquement vraiment très difficile. Et il faut, pendant les manœuvres, mon sexe et mon âge ne comptent plus. Mais ce sont mes compétences, ma rigueur, mes savoir-faire en tant que capitaine et chef d'équipe qui comptent. Et aussi à la marine, chez nous, il y a la sécurité, la rigueur, le professionnalisme. Donc, au cours des manœuvres, chaque membre d'équipage connaît son rôle et sait quoi faire pour la sécurité et la bonne marche des manœuvres. C'est un sentiment de fierté. Et en tant que la pionnière, la première, la seule femme qui exerce ce métier au Bénin, j'ai de très grandes responsabilités envers mes jeunes sœurs parce que je suis sûre qu'au Bénin, les parents d'élèves ne savent pas qu'il y a ces genres de métiers qui existent. Être pilote maritime, capitaine de remorqueur, officier du port, et les conducteurs des portiers, agents maritimes. Donc ce milieu est un peu, je peux dire, fermé. Donc j'ai l'obligation, j'ai le devoir de faire cette communication, d'inciter les parents d'élèves à m'aider pour la communication à travers ce métier. Et aussi, je dois encourager mes jeunes sœurs à aimer les matières scientifiques et aussi à embrasser les métiers maritimes et portuaires. À mes jeunes sœurs, je leur dirai tout d'abord de toujours prendre leur Dieu au mot et de croire en leurs rêves et capacités. Elles devraient se fixer des objectifs ambitieux et de se convaincre d'avoir des capacités pour atteindre ces objectifs. Il est primordial aussi de ne jamais baisser les bras, quels que soient les obstacles, les échecs et les difficultés qu'elles rencontreront. Et quel que soit le domaine d'activité, elles devaient donner le meilleur d'elles-mêmes, elles devaient avoir confiance en elles et ne jamais se laisser intimider par la société. En mars dernier, Pascaline Rebecca Diofongué reçoit le prix. Qu'est-ce qui te fait rire, Rebecca? Ben, je préfère ne pas avec en parler. les téléspectateurs? Non, non, c'est bon. Allez, on y va. En mars dernier, alors Pascaline Rebecca Diofongué reçoit le prix Femme Leader 2020, un prix décerné par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Son ambition est d'obtenir le diplôme de capitaine au long cours et le brevet de commandant de navire et deviendra ainsi la première femme de son histoire, une femme maritime. Alors, artiste préférée, Pascaline Rebecca m'a confié aimer du gospel. Alors Pascaline, si tu me suis en ce moment, je te dédie ce morceau. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création, je magnifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui.
genoux fléchissent devant lui. Que toute langue le confesse comme le seul Dieu créateur. Gloire, honneur et adoration à l'Éternel. Il est merveilleux, Merveilleux, je magnifie je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, J'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Alors, courage et force à toi, Rebecca. Merci d'être une Si fierté en fait, si elle pour continue de notre- dire Rebecca, ça va semer de la pourquoi- confusion. Attendez. C'est quoi Mais votre elle est bien souci? prévisible. Si elle l'avait pas fait, ce serait pas Rebecca. N'est-ce pas? Millet. Alors oui, c'est très intéressant, hein, Nicanor, de voir une dame qui s'investit dans ce corps de métier. C'est Hautement dominé par les hommes. Hein. Ben oui, il y a une vieille légende qui dit que les femmes en mai, ça porte malheur. Mais voilà une femme. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. Regardez les Vos films de piraterie. légendes là, pardon. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. Ben, ce C'est sont pour des ça que ça légendes, s'appelle une légende. Que les femmes en mai, ça porte malheur. Ben, une femme à bord, ça fait couler le navire, ou une femme à bord, ça attire des bateaux pirates, etc. Et donc, ben, mais là, ça j'espère- porte bonheur. Ben oui, j'espère qu'elle portera Non, bonheur elle porte à déjà. la marine béninoise. Elle porte déjà En tout bonheur. cas, on l'espère vivement, on l'espère vivement. Mylène, ça Je donne n'y crois des pas idées? du tout hein, à cette légende, moi. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Mylène, J'y ça crois donne pas. des idées? Oui, bien sûr, c'est très intéressant de voir des femmes qui s'illustrent dans ce domaine, comme quoi il n'y a pas un métier réservé aux hommes, Exclusivement purement aux hommes. réservé aux hommes, non. N'est-ce On pas? peut tout faire. On peut tout faire. Bien sûr. Oui. Autant il y a des dames qui s'illustrent dans la capitainerie, enfin dans les métiers de la marine. La marine. Autant il y en a aussi qui font vraiment des travaux manuels, on va dire quoi, qui sont aussi des artisans, on va dire. On a vu des émis, On a vu femmes, des on femmes. a Des vu femmes, des maçons. ébénistes, voilà, femmes, des maçonnes. Les maçons, bon. Voilà. Les maçons. On va s'y habituer progressivement, ouais. Et on espère aussi qu'on verra des dames qui vont décharger des conteneurs au port. Docker. Des dockers. Peut-être sinon qu'il y des en a manœuvres, déjà. Des manœuvres. Non, des mais manœuvres. peut-être qu'il y en a déjà. Des On ne docresses. sait pas. Des docresses. Pourquoi pas? Des docresses. Qui vont porter des sacs de 25 kilos, 2 sacs de 25 kilos On sur peut- le on dos pour peut. aller Bien chercher. possible. Tout est possible N'est-ce à pas? celui Oui. qui croit. N'est-ce pas? C'est ça. Vous l'avez C'est- dit. c'est Des cas ça. de Jésus. Vous vous imaginez quand elle est allée au camp militaire, on lui envoie un pactage Ah, de 10 pas Un de- kilos. pactage de Mais récupérer. j'ai Elle a récupéré failli- ou pas? Elle a failli tomber à la renverse. Pas qu'elle a Vous- failli tomber, je vous raconte les coulisses Sérieusement? du tournage. Il y a eu Mais- plusieurs maintenant, essais, Nicanor, c'est ça? maintenant, Nicanor, je te Toi, tu raconte étais là les le coulisses jour du du tournage. Il y a les- Le premier jet, elle n'a pas pu attraper, elle est tombée avec le sac, donc elle a dit couper la caméra. Arrêtez ça, oh là, tu vois, ne les écoutez pas, hein, c'est pas vrai. Vous imaginez comme ça, fait docresses. Docresses. Elle risque d'être emportée Au dans- port de Cotonou. Elle risque de se Elle peut faire. porter quoi, Elle elle? peut le faire, elle peut tout porter. Merci, Mylène. Avec le temps, elle va s'y habituer, elle va se Oh là. faire de Elle sera des voûtée muscles. sous le fait du fardeau. Oui, elle va devenir portefeuille. 2 sacs de 25 kilos et puis bon. Elle peut porter 5 kilos au maximum. Bon, quel 5 kilos? Les riz d'1 kilo, bon, elle va prendre, déposer. Et pour encore déposer, c'est une démarche de reine. C'est bon, c'est bon. Ils vont te prêter. On peut passer à autre chose maintenant, c'est On bon. passe à autre chose. Allez, cette émission va se poursuivre à présent. Merci beaucoup Rebecca pour cette belle pioche, parce que pour une pioche, c'en est vraiment une. Et puis je crois qu'elle va inspirer d'autres personnes, parce que c'est un personnage inspirant surtout. Ces mômes-là qui ont quand même une passion pour les métiers, déjà, on va le dire ainsi, de l'armée, mais surtout cette spécialité donc de la marine, et surtout donc toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont encore à la quête de leur icône, sinon de leur personnage inspirant. Ah, voilà, Pascaline, Rebecca.
s'y est intéressée aujourd'hui. Elle fait la fierté de sa famille, mais également de son entourage, mais surtout du Bénin. Cette émission se poursuit et on installe à présent le quiz, pardon, pas le quiz, le talk, mais avant d'y arriver... Oui, mais avant... On adore le quiz. Oh, je t'ai Oui, dit. j'adore le quiz. Parce que c'est toi qui le dis, c'est toi qui poses des questions, c'est normal Non, que mais tu je- l'adores. On va lui faire un quiz spécial. Spécial. Ça te Oui, dit? je suis intéressé, Spécial. je suis intéressé. Bon, enfin, je suis intéressé de faire l'exercice, bien sûr. Pour la dernière. Pour la dernière, pourquoi pas. Vous venez chacun avec vos questions, j'espère que ça ne sera... 5 Ok, par personne. 5 pas personne. Hein. Non, je risque de... Non, c'est pas grave. Tu vas tenir. On fait Non, je risque pas de tenir. Je risque pas de tenir. Il est loin, c'est cette époque où on bûchait tout parce on était herbogéniste, on devrait aller faire les compétitions. Aujourd'hui, on a pris tout ça pour écrire des papiers reportages. La légende d'Herman Amega. Racontée en direct. Ah bon? Non, mais je ne trahis rien quand je dis que Nicanor est un herbogéniste Ouais, c'est convaincu. Ah ben, Les gens veulent est un le sait. herbogéniste. Les gens veulent rien savoir de tout ça. Non, ils veulent en savoir. Non, 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 Ils non. t'ont connu sur la Reine des Champions. Le toc. Mais avant, On passe au toc. la Reine des Champions, la prochaine saison, c'est quand, Nicanor? Très bientôt. Très bientôt. Ah, très ben, la bientôt. dernière fois, Oui. tu disais très bientôt. Aujourd'hui, Oui, tu dis c'est- encore très bientôt. Ça Finalement, dépend de beaucoup de ton facteurs. très bientôt, là, c'est Jésus revient. Ça dépend de... Je suis déjà revenu. Alors, Ça Nicanor, dépend de beaucoup de facteurs. Non, mais sérieusement, amis téléspectateurs, la parenthèse, que dis-je? la Reine des La Reine des Champions. Revient très bientôt dans une nouvelle formule, mais aussi un autre Je reviens. Viens bientôt. Je n'en dis pas plus. N'est-ce pas? Ah, ça. Absolument. Mais ce matin, on fait quand même révérence aux grands herbogénistes, Maurice Tantan, Jaco Koumassou. Ah oui, il y en a Benoît plein à Capot, l'ORTB. Benoît Hein. Capot. René Talon, René René Talon. Akakbo, Prévet, Notéo. Notéo. Prévert Prosper Il y en Notéo. a Clotaire Aouekoum. Mais il n'y a rien que des herbogénistes finalement. Ouais, Joseph Ogouchi, Mouflé Adi. Ah oui. Enfin, Ah il y en oui. a eu beaucoup. Ah, il y en a vraiment eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. L'eau a été bien une tradition d'hommes cultivés, on va dire. N'est-ce pas? Ouais. Et c'est jamais pourquoi ils sont à l'ORTB. Allez, on fait un tour à la régie pour suivre les annonces et communiqués. On revient juste après pour le forum de discussion. On parle de faut-il, oui ou non, fouiller le téléphone portable dans le couple? Est-ce un nid à secret? On saura tout à l'heure. Chacun ira de son argumentaire. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Ça y est, c'est parti pour la promo rentrée 2020. Écoles, librairies, bibliothèques, acteurs et institutions intervenant dans l'éducation, c'est votre aubaine. Du 5 septembre au 5 octobre 2020, bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. Infoline 69 70 55 55. Promo rentrée 2020, c'est maintenant ou jamais. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu, Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter? Ça prouve que votre émission est suivie. parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter. Prenez pas le rendez-vous télé des bonnes affaires.
Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Il nous a rejoint pour le talk. Lui, c'est Djibril Bousso qu'on ne présente plus sur la parenthèse, sinon dans la parenthèse. Djibril Bousso, bonjour et bienvenue. Bonjour, Fonyonia. En Fonyonia, mais attends, au Fonyonia, Voilà, c'est un clin d'œil. C'était une parenthèse. Oui, un clin d'œil à la provenance de l'animateur. Ça n'étonne pas quand on sait que Djibril Bousso est un sociolinguiste affirmé et convaincu. Mais aujourd'hui, il est là pour parler avec nous de téléphone portable. Faut-il, oui ou non, fouiller le téléphone portable de son conjoint? Si un jour on décide d'éventrer les téléphones portables dans le couple, qu'est-ce qu'on va en trouver sur ces réseaux sociaux qui y sont incrustés, WhatsApp, Facebook? Qu'est-ce qu'on peut en trouver? Est-ce qu'il est conseillé d'ailleurs, Monsieur Bousso, de fouiller le téléphone de son conjoint? C'est à moi qu'on envoie la première balle. Je voudrais, en tout cas, dire bonjour à tous les téléspectateurs et j'espère que Madame Bousso ne nous suit pas en ce moment parce qu'elle va dire parfois des choses graves et c'est que vous me mettez dans des problèmes. Ben, en fait, ce que je pense, pour moi, le téléphone est un outil personnel. J'estime que le téléphone, autant que la serviette, quand on est dans un couple, la brosse à dents, l'éponge aussi, ce sont des objets personnels. Et que quand on est en couple, ça ne se partage pas, à moins que ce soit votre conjoint qui vous dit, bon, regardez. Parce que si jamais vous jetez un coup d'œil sur le portable, parfois ça amène des problèmes. C'est pourquoi j'aime un comédien ivoirien qui s'appelle Aga Lawel, qui dit, quand vous prenez le téléphone des gens, si vous ne savez pas faire, les larmes commencent à couler naturellement, un peu comme si c'était de l'oignon. Parce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas aimé voir, que vous allez peut-être voir. Et parfois aussi, il y a des choses, disons, vous faites des idées qui n'en sont pas forcément. Donc, il vaut mieux ne pas s'approcher trop de cet outil quand il ne vous appartient pas. C'est la vie privée de chacun d'entre nous. Vous savez, même quand on est en couple, parfois on a besoin d'un moment d'intimité ou quelque chose comme ça. Donc, le téléphone, c'est un objet personnel. Mais alors, que veut-on cacher? Non, c'est pas qu'on veut cacher quelque chose. C'est-à-dire, quand on est en couple, déjà qu'on accepte de se mettre ensemble, c'est qu'il y a un minimum de confiance qui doit exister entre les différents membres du couple. Dès lors que, disons, on a confiance l'un en l'autre, on n'a pas besoin, c'est-à-dire le téléphone, ce n'est pas, disons, cet outil qui va semer la discorde entre les membres du couple. Donc, de mon point de vue, le téléphone, considérez ça comme l'éponge, considérez comme ça comme la serviette, ça appartient à son propriétaire. Et si on se partage l'éponge et la serviette? Non, c'est pas bien. De toute façon, selon ceux qui sont, disons, des spécialistes de la santé, ils nous déconseillent fortement de ne pas utiliser, même quand on s'aime jusqu'à la gare, comme les autres disent, il ne faut pas utiliser ces objets-là, c'est personnel. Alors, Mylène Fanou, pour ou contre le téléphone portable, pas pour ou contre le verrouillage des téléphones portables dans le couple? Ah, je suis contre. Contre le verrouillage? Contre le verrouillage. Je pense que si on s'est mis ensemble, si on a décidé de se mettre ensemble, c'est parce qu'on s'aime, parce qu'on se fait confiance. Donc, mon téléphone verrouillé, celui de mon conjoint, non. Puisque je me dis forcément que mon conjoint ira vers mon téléphone seulement en cas d'urgence, en cas de nécessité. Peut-être un appel à décrocher, mais ce serait forcément soit en ma présence ou d'abord ma permission, puisque j'ai confiance en lui, puisqu'il a confiance en moi. Mais verrouiller son téléphone, non, je trouve que c'est un peu trop parti, puisqu'on est ensemble pour... tout partager à la limite. Mylène, il y a les enfants qui touchent à tout. Il y a les enfants qui touchent à tout. Privé. Mais quand vous n'avez pas encore d'enfants, parlons déjà de chez Il y a aussi, je peux verrouiller mon téléphone et mon conjoint peut connaître le code pour pouvoir y avoir accès quand il veut. Bon, de toute façon, cette histoire, on peut l'appeler Nukumimia ou bien Romawa. Parce que quand vous le prenez, c'est souvent des problèmes. Je parle aux dames. Il ne faut pas que la curiosité mal placée vous amène. Parce que souvent,
quand vous prenez, surtout les femmes, quand elles prennent le portable, c'est qu'il y a quelque chose derrière, elles soupçonnent quelque chose. La plupart du temps, quand vous partez sur le postulat que ce monsieur me cache quelque chose, ça, c'est pas bien. Moi, je préfère, quand vous soupçonnez quelque chose, poser la question directement au monsieur. Alors, est-ce qu'il y a tel? S'il vous dit non, bon, il faut vous en tenir à ce qu'il vous a dit. Faites votre enquête après. Mais le téléphone, il est personnel. Vraiment, c'est mon point de vue. Rebecca, avis tranché de Djibril Bosso, le téléphone il est personnel, il faut le verrouiller, il faut mettre des balises de sécurité, il faut y mettre des mots de passe alambiqués. Non, Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon Et avant, avis. tu en rajoutes, hein, excuse-moi. Dans le mot de passe, on doit y mettre les dièses, les arrobas, les étoiles. Dièse, il y a trop parti. C'est maintenant un vrai schéma qu'on fait. On crée un labyrinthe tout simplement sur son téléphone. Donc, Becca, pour toi, il faut verrouiller le téléphone. Oui, pour moi, il faut verrouiller le téléphone. Pourquoi? Ben, déjà parce que on a droit à son jardin secret. Voilà. Qu'on soit en couple ou pas, on a droit à son jardin secret parce que, écoute, c'est pas parce qu'on est ensemble que... Pourquoi il ne faut pas verrouiller le portable? C'est pas parce qu'on verrouille le portable qu'on a quelque chose à cacher forcément. Hein? Non, mais c'est juste que tu tiens à ton intimité. En fait, quelle intimité avez-vous quand vous êtes déjà en couple avec quelqu'un? Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, ton jardin secret, c'est ton petit jardin secret. Qu'est-ce que vous mettez dans le jardin secret? Ben, si je le dis, c'est plus un jardin secret. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui peut figurer? En fait, qu'est-ce qui peut figurer? Non, mais si je le dis, c'est plus un Non, jardin mais Nicanor, on va en venir à toi. On va en venir à toi. Nicanor, on va en venir à toi. Sois tranquille. Je demande la parole après. Le temps de finir avec Rebecca, qu'est-ce que vous y mettez dans Jardin Secret? C'est-à-dire que vous êtes en couple avec votre homme, vous partagez déjà ce qui peut être au-delà de l'intimité et vous trouvez encore que votre téléphone est intime, le téléphone est plus important que votre conjoint? Vous pensez que l'intimité, c'est uniquement lié au sexe? Je ne parle pas que du sexe. Oui, mais en fait, c'est ça. Quand on est dans une relation et qu'on en arrive à aller jusqu'au sexe, on pense que oui, c'est l'intimité. Il m'a vu nu, je l'ai vu nu, donc du coup, j'ai plus rien à lui cacher. Mais c'est pas possible. C'est pas le cas. Et que peut-on cacher? Que peut-on mettre sous éteignoir et que notre conjoint ne peut pas voir et qui est dans notre téléphone? Je vous donne un exemple. Vous êtes femme, vous allez au boulot et forcément, que vous soyez jolie ou pas, il y aura toujours des hommes qui vont vous courir après. Et c'est un fait, c'est pas le fait que vous recevez ces appels ou enfin que vous recevez ces messages ne signifie pas que vous avez déjà une relation avec cette personne. Toujours est-il qu'ils vont vous écrire, qu'ils vont chercher à vous draguer d'une manière ou d'une autre. Mais si votre conjoint voit ça, quel bien ça lui fait? Quel bien ça lui fait? Déjà, il va penser tout de suite que tu as une relation avec cette personne. Même si tu expliques, c'est difficile, ça se comprend pas. Est-ce que déjà aux premières heures, il faut éviter tout ça en ayant son portable verrouillé. Je rebondis, tu permets Mylène, je vais revenir à toi, je rebondis sur ton illustration. Est-ce que déjà aux premières heures d'un collègue ou de quelqu'un que vous avez rencontré qui commence par vous courir après, autant que l'homme pour la femme, dire « Ah écoute, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, il me court après », pour déjà, dès le début, taire d'éventuels malentendus pour ne pas qu'il le découvre de lui-même. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en train de dire qu'à chaque fois qu'un homme me drague, donc je le dis, eh bien, chérie, écoute, telle personne m'a dragué aujourd'hui. Donc, à chaque fois, je vais le dire, mais il finira par dire, mais toi-même, tu ne favorises pas peut-être? Alors, Mylène, avant d'en venir à toi, on va prendre l'avis de Nicanor parce que pour finir, il faut finir ce tour de table. Je l'ai vu griffonner sur son papier, écrire une thèse de doctorat. Monsieur, vous pouvez soutenir votre thèse à présent. Je ne la soutiens plus. Sortez les armes. Non, mais je vois bien qu'autour de cette table, il y a un tas de personnes qui soutiennent qu'il faut verrouiller le téléphone, ils soutiennent que le conjoint ne doit pas fouiller le téléphone. Enfin, ils ont peut-être des raisons personnelles. Je ne m'adresse à personne. Non, mais Nicanor, tu n'es pas là pour jouer les arbitres. Tu n'es pas là pour jouer les arbitres. Mais tu es là pour donner ton avis. Absolument, mais j'en viens. Faut-il verrouiller le téléphone? Patientez, messieurs. Alors, il y a 6 bonnes raisons, selon la RTL, pour lesquelles il ne faut pas fouiller le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe. Première raison, vous allez forcément tomber sur un message qui ne va pas vous plaire. Mesdames, messieurs, abstenez-vous dans ce cas-là
ne serait-ce que pour cette seule raison d'aller fouiller le téléphone. Mais la RTL va plus loin. Vous risquez de vous faire surprendre. C'est très désagréable de se voir surprendre le téléphone de son conjoint à la main. C'est pas forcément. Allez, troisième raison, votre partenaire a droit à son jardin secret. On en vient là. Il y a forcément des choses que vous n'avez pas envie qu'elle sache ou qu'il sache. Comme quoi, par exemple, moi, je veux savoir. Exemple. Je ne parle pas de moi, hein. Peut-être dans l'absolu, tu parles dans l'absolu. Dans l'absolu, vous avez peut-être des penchants pour les petits, certaines images et vous ne voulez pas qu'elles un caractère, je ne sais pas. Libidineuse. Libidineux, pardon. C'est-à-dire du voyeurisme qui ne dit pas son nom. Écoutez, c'est vous qui interprétez mes propos. Il ne m'engage pas du tout. Vous n'avez peut-être pas envie que l'autre découvre ce pan de votre personnalité. C'est tout à fait légitime. Deux personnalités différentes se mettent ensemble, mais c'est deux points de vue différents aussi. Quatrième raison, vous pourriez gâcher une surprise. On cache tellement de choses dans nos téléphones portables. Ah oui, les téléphones sont intelligents, ils organisent nos vies aujourd'hui. Vous pourriez gâcher une surprise qu'on a envie de vous faire. Vous allez espionner son téléphone tous les jours. Dès que vous vous y mettez, il y a comme une addiction qui se développe. Aujourd'hui, j'ai vu ceci. C'est comme un feuilleton. Il faut que je découvre la suite. Exactement. Vous n'aimeriez pas qu'il vous fasse la même chose. Alors, Mylène, le coup du téléphone, il faut qu'il connaisse mon code, etc. Oui, c'est limite quand même. Vous n'aimeriez pas vraiment qu'on fouille votre téléphone. Mais pourquoi pas? Ça ne me pose aucun problème. Bah oui, si. Vous avez à un moment ou à un autre envie de garder des choses dans votre téléphone. Comme quoi? Les images. Il peut avoir un secret professionnel. Est-ce qu'il y a des secrets professionnels, par exemple? On a tous quelque chose dans notre téléphone qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre découvre. Mais le secret professionnel, c'est dans le téléphone que cela doit figurer. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité. Mais ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui j'ai décidé de partager ma vie. Même au sein du couple, subsistent des zones d'intimité liées à la personne. C'est mon avis. C'est mon avis sur la question. Même au sein, exactement. Il y a comme un coffre-fort dans lequel vous enfouissez certaines choses et que vous ne voulez pas partager. Mais qui n'est pas dans mon téléphone. Par exemple, autant que le téléphone organise nos vies aujourd'hui, autant il a un coffre-fort, autant il a une banque, autant il est tout aujourd'hui. On y cache plein de choses intéressantes. Mais la question qui se pose notamment, M. Bouchou, est-ce qu'on peut encore se cacher du moment où on est en couple, du moment où on a décidé de vivre ensemble, de se dire la vérité, de se rester fidèle, d'être honnête l'un envers l'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore cacher dans ce téléphone? Je vous donne un exemple très simple. Quand on est en couple, c'est que on se partage bien des choses, on rêve, on veut construire la vie ensemble, mais en même temps, on a d'autres activités. Les hommes, la plupart du temps, parfois il nous arrive d'avoir des dépannages affectifs. Des pardons? Des quoi? Ouais, je m'attendais à cette réaction. Des dépannages affectifs. C'est la terminologie de la matinée. Les dépannages affectifs. Quand je dis dépannage, ça ne veut pas forcément dire des infidélités. Vous savez, il y a certaines femmes, qui n'aiment pas se confier à d'autres femmes. Parce que ce sont les femmes qui neutralisent les femmes. Elles se connaissent très bien. Oui, on se connaît. Alors, imaginez qu'une femme vous confie des choses. Pas forcément dans le sens d'intimité. Alors, si, disons, votre femme découvre cela, c'est sûr qu'elle aura des soupçons. Alors, le fait de soupçonner va amener des problèmes dans le couple. Alors, donc c'est pourquoi je dis, parfois, à force de fouiller, c'est comme Nicanor l'a dit, à force de fouiller des portables, vous aurez des problèmes, vous aurez des mots d'yeux. Donc, il vaut mieux, pour éviter cela, pour éviter des débuts de maladies cardiaques, il vaut mieux que le téléphone soit un objet personnel. On ne le partage pas. Si vous voulez régler des problèmes hors de cet outil qui est un outil personnel autant que la serviette, autant que l'éponge. Vous y revenez, vous y tenez. Mylène, on va permettre à Mylène de donner son avis. Je pense que le chemin, il est long. Il y a plusieurs étapes pour en venir au mariage. Et Rebecca, tu le disais tantôt, tu es avec ton homme, tu es avec ton mari et tu as d'autres
d'autres personnes qui qui courent après. courent. Je me dis, mais celui avec qui tu es, c'est ton meilleur ami. C'est celui à qui tu dis pratiquement tout. Avoir une vie privée n'a rien à voir, je ne sais pas. Avoir une vie privée, mon homme, il sait que j'ai besoin d'une vie privée à moi, mais pas une vie privée cachée dans mon téléphone. Cachée dans mon téléphone. Une vie Privative. privée peut-être qui m'amène à améliorer notre relation. Mais dire que mon homme, quand il va fouiller mon téléphone, il va se faire des idées. Non, puisque à la base, on se dit pratiquement tout. Une femme qui se confie... Si on se dit tout, pourquoi on a besoin de pouiller encore le téléphone? C'est ce que je dis, puisque on a confiance. J'ai confiance en mon homme, il a confiance en moi. Donc si mon homme en vient à prendre mon téléphone, c'est qu'il a un problème. Il y a un problème dans le couple. Donc s'il prend mon téléphone, c'est peut-être pour décrocher un appel ou en ma présence ou avec c'est ma peut-être permission. sa batterie Mais est en le train code, il l'a, de faire. puisque on se fait confiance. On se fait confiance, quoi. Seulement, il ne prend ton téléphone qu'avec ta permission. Oui, bien sûr. Là, je suis Mais le d'accord. code, il l'a. Le code, bon, pas forcément. Mais Boussou, mais monsieur Boussou, pourquoi vous êtes vraiment frileux sur la question parce que vous faites souvent recours à des dépannages affectifs, parce que vous faites souvent recours à des dépannages affectifs, ou parce que vous en ample détail. Non, vous moi, je savez très bien dirais- de quoi je parle. Non, je ne sais absolument rien du tout. Rebecca Kenyonde. Qu'est-ce qui te fait Emmanuel, rire, moi, Rebecca? Emmanuel, moi, je dirais que les meilleurs couples, ce sont les couples qui se font confiance, les couples où on ne fouille pas le portable de l'un ou de l'autre, les couples qui acceptent que mon ou ma partenaire a son jardin secret. C'est important. L'intimité, c'est un droit. Que vous soyez en couple ou pas, l'intimité, c'est un droit. C'est pas parce qu'on est en couple et que maintenant on partage une vie ensemble que j'ai pas eu un passé et que mon futur sera peut-être avec ou sans lui. Ah ben, quand on se dit oui pour Non, la mais vie, quand on c'est se ce qu'on dit se oui dit pour à la l'église. vie, la Dit confiance que- n'a jamais exclu le contrôle. Ah bon? plus- Donc, mais là, c'est d'accord. Oui, ça se précise. Ça se précise. Allez, on y Ça va. se précise. Parler Non, de la écoutez. vision tout à l'heure. Bah, je pense, en me mettant avec quelqu'un, c'est qu'on a la même vision des choses, on a les mêmes principes, les mêmes valeurs à la limite. Tout au moins, je pense que c'est la moindre des choses. Oui, Non, pas forcément. je suis Quand- d'accord quand on que dit s'aimer, c'est il y a regarder. Donc, quand mon convergence. mari va à gauche, moi je vais à droite. Mais oui, ça parfois- peut arriver. Parfois, mais cela ne veut Ce pas dire que serait je n'aime vraiment pas. difficile. Non, 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 parfois il faut ça même parfois dans les couples. Ah oui, mais parfois, mais pas tout le temps. Je suis d'accord, pas tout le temps, mais parfois il faut ça. Au nom Tu as d'un besoin équilibre. parfois de ton intimité. Au nom d'un Oui, je équilibre. l'ai parfois expliqué. d'être, La manière dont moi je contradictions qui sont définis écrites dans le couple. l'intimité en L'intimité, question c'est tout n'a dit. rien à voir Mais avec alors, le téléphone. en mais fait. alors, messieurs, dames, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un thème, sur une terminologie. Allons-y. L'intimité, c'est quoi? C'est quelque chose qui est personnel. Parce que c'est ce que je disais. c'est parce que L'intimité, vous c'est avez quoi? aidé. Rebecca, pour vous, l'intimité, c'est quoi? personnel. Mhm. L'intimité, c'est personnel. L'intimité, c'est moi seule face à mon destin. L'intimité, c'est moi seule dans une chambre en train de me parler. L'intimité, c'est ce que je partage uniquement avec moi. Mais alors, l'intimité est-il partageable en griffe avec les notre gens- téléphone? Est-ce que l'intimité, finalement, ce n'est pas lié à notre être plutôt Voilà. qu'à ce petit objet que nous transportons tous les jours et qui risque de nous L'intimité, pourrir c'est la à la vie? fois nous, mais c'est à la fois des objets qui nous sont Qui nous chers, sont chers. les objets qui nous appartiennent. Tout ça, là, c'est un tout, c'est un système. C'est un L'intimité système. n'est pas égale à la... Mais je voudrais dire, surtout à l'attention de Mylène, Mylène. de Mylène à tout, il faut savoir, pour ce qui est du musulman que je suis, qui a toujours quand même, c'est pas pour rien d'ailleurs, je chahute souvent les dames en leur disant, mais le cœur, c'est 2 ventricules et c'est 2 oreillettes. Donc il y a quatre positions possibles. Eh oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi pour le musulman, il y a la possibilité d'en épouser Le jusqu'à fameux 4. Le fameux Maintenant, Il j'ai dit, faut ajouter, je suis comme d'accord. on le fait pour Quartier Je Latin, suis il d'accord. faut également ajouter la suite. Oui, Il faut que le Je monsieur suis d'accord. arrive à les aimer de la même Non, manière. non, pas les aimer. Enfin, à les À les traiter, voilà. de Parce la qu'il même est manière. impossible de Mais les aimer de la mais même les traiter de la manière. même manière, est-ce que c'est possible aussi? Ça, c'est une autre interrogation. Mais toujours est-il qu'il y a cette possibilité. Mais Un parfois, grand c'est point utile, d'interrogation, ne serait-ce que de savoir qu'il y a cet épouvantail-là d'une possibilité, d'une rivale qui va venir. Cela crée un peu, ça donne un peu du piment. Mais pour l'homme aussi, rien qu'à savoir qu'il y a peut-être son remplaçant sur le banc de Ça touche en donne train de faire aussi l'échauffement. Non, non, là, il n'y a pas de remplaçant. C'est pas la même chose. Mais pour la dame, il peut y avoir de remplaçante. Ce n'est pas remplaçante.
c'est en fait De une challenger. assistante. Il De peut avoir une challenger. assistante. Non, une assistante. Et la dame n'a pas le droit d'un assistant. Non, elle n'a pas besoin C'est d'assistant. comme Mais, c'est des- avoir un mais- attaquant mais et certains lui vous trouver un traiteront de suppléant. sexiste. Non, 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 pas du tout. En la matière, si je vous assure, il n'y a pas d'égalité. Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, avec ses forces Mais et avec ses pourquoi, mais faiblesses. pourquoi faut-il Non. admettre des Non. droits à l'un et pas à l'autre? C'est pas la même chose. Comme vous le dites, pourquoi l'homme a-t-il le droit d'avoir, on va Mais dire, quand une vous assistante étudiez- pour sa femme et la femme Non, n'a non, pas non. le droit d'avoir un d'avoir un assistant assistant. pour son homme? Herman, quand vous étudiez la psychologie, Oui. vous savez que la femme, elle ne fonctionne pas comme l'homme. L'homme, il ne fonctionne pas comme la femme. Donc, ces histoires d'égalité Non, à la con... pas forcément d'égalité. Oui, Mais c'est-à-dire une égalité question dans les de- droits, oui. Égalité dans les droits, dans certains droits, oui. Mais pas certains dans, droits. oui, dans certains droits. Le droit à l'éducation, le droit à droit, l'instruction. le droit à l'instruction, le droit à droit, la santé. disons, à travail égal, salaire égal. Tout ça, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais le droit de prendre une femme, que la femme ait le même droit de prendre plusieurs hommes, ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire, dans une société... Est-ce que ce n'est pas, dans un une dictat société- est-ce que ce n'est pas un dictat social qui s'est légitimé Vous savez, et il y a qu'il faut des- déconstruire? Il y a des choses qui... Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Herman, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. C'est tout à fait naturel. Regardez toutes les sociétés, comment cela se comporte. Regardez les animaux. Prenons un simple exemple. Regardez comment les animaux se comportent. Regardez les mâles et regardez les femelles. Généralement, il n'y a qu'une femelle. Il y a une femelle, c'est pour un seul mâle. Jamais on ne partage. Mais vous pouvez voir le mâle avec plusieurs autres femelles. Mais alors, donc c'est naturel. Pour faire court, M. Boussou, C'est et en naturel. revenir. Nicanor est en train de sourire, mais il est d'accord avec Pour moi. faire court, M. Boussou, et en Pour revenir à notre à- portable. Et en revenir à la thématique du jour, Il est tellement est-ce que d'accord avec moi. fondamentalement, ce qu'on craint en verrouillant le téléphone, c'est que l'un ou l'autre des partenaires tombe sur, on va dire, des messages ou des... Sa vie Pas privée, forcément. en quelque sorte. Pardon? Pas sa vie privée, je ne, vie dirais pas, je privée. ne le dirais pas ainsi, mais c'est qu'on craint que son partenaire découvre peut-être le poteau rose et Non, qui pas est forcément. l'infidélité Pas qui se forcément. dessine, C'est- peut-être. C'est comme l'a dit Rebecca tout à l'heure, on ne verrouille pas son téléphone parce qu'on cache forcément une infidélité. Ça peut être pour un tas de raisons Mais professionnelles. les tas en de raisons ne l'occurrence. sortent jamais. Écoutez, Ou Herman du moins, Amégan, il n'y en a pas encore une de convaincante. Par exemple, pour raison d'État, il y a par exemple, vous êtes le conseiller du chef de l'État ou quelque chose comme ça, il y a une information. Pour raison d'État, vous on n'utilisez a pas dit votre pour numéro raison personnel. professionnelle. Pour On raison résume ça, professionnelle. on résume Pour ça raison sous le professionnelle. vocable pour raison professionnelle. doit Il y a pas un tout tas de savoir. choses que vous gardez sur votre téléphone et que vous n'avez pas forcément envie de partager. Mais est-ce avec qu'il est votre conseillé de conjoint. garder, mais Familial est-ce qu'il est conseillé de garder Raison des... familiale aussi. Est-ce qu'il est conseillé, vous permettez de garder des informations, on va dire, capitales sur votre téléphone portable, sachant que vous pouvez le perdre à tout moment et que ça pourrait tomber dans les mains d'une tierce personne? Mais la question est réglée depuis qu'il y a l'invention du cloud. On sauvegarde tout sur le nuage. Bien Un sûr. téléphone portable envoie un autre. Bien Vous sûr. sauvegardez tout sur, Je suis d'accord. sur le cloud, sur un autre téléphone, vous le récupérez. C'est comme mobile money. Dans vous le perdez fond, votre dans le téléphone, fond, vous merci, perdez pas Nicolas. votre Dans le argent. fond, Nicanor, dans le Nicanor, fond, je Nicanor, valide. une tierce personne peut tomber sur votre téléphone. C'est pour ça qu'il y a un code, par exemple. On verrouille son téléphone parce qu'on n'a pas envie qu'une tierce personne accède aux données personnelles. Bien sûr. Peut-être à pas le... Votre le- conjoint fait-il ou telle partie de cette tierce personne? Si, Mais quand même, si quand on met possible, oui. le code, ce n'est pas en pensant forcément à la à son conjointe qu'on met le conjoint. code. Mais alors, Mais est-ce qu'il ne faut pas partager le code au moins, ne serait-ce qu'avec son conjoint? Herman Amégan, je comprends votre préoccupation et je vois la direction dans laquelle vous voulez orienter Non, le je ne débat. vais dans aucune direction, Je vois la rassurez-vous. direction dans laquelle vous voulez orienter le débat. Cela dit, ce n'est pas la démarche d'inclure un code sur son téléphone portable n'est pas forcément guidée De mauvaises intentions. de mauvaises intentions. On en vient. Et donc, il y a un tas de raisons pour lesquelles on peut penser, une personne peut penser qu'un code est forcément dirigé contre elle, qu'il soit homme ou femme, cette personne-là. On l'a dit sur un plateau antérieur, comment l'usage du téléphone pourrait nuire à un couple quand on l'importe dans le lit, par exemple, quand pendant les repas, on est tout le temps déçu. Et là, à ces moments-là, le ou la conjointe soupçonne quelque chose, soupçonne un mauvais agissement, quelque chose que vous taisez dans votre téléphone. Il faut savoir faire la part des choses, à mon avis. Le téléphone portable doit être rangé dans la case téléphone portable et la vie
sociale du couple doit être rangée dans la vie sociale du couple. Et donc, pour me résumer, ce n'est pas parce que j'ai mis un code à mon téléphone portable que j'ai forcément quelque chose à cacher à madame ou à monsieur. Mais est-ce qu'il ne faut pas couper aussi la poire en deux en disant, ok, d'accord, dans mon téléphone aussi, il peut figurer des données à caractère professionnel, personnel. Et donc, on crée un espace spécialement pour ça. Ma femme ou mon conjoint a accès à ma messagerie, a accès à... Tous les téléphones n'offrent pas ça. Il y a des applications. Il y a des applications. Il y a des applications aujourd'hui. Pour stocker vos données professionnelles. De mon téléphone, par exemple, il n'y a pas de verrouillage, mais je range mes photos, je range certains messages WhatsApp. Les photos aussi sont à caractère, professionnel. Oui, absolument. Il y a tout à fait des photos que je n'ai pas envie de perdre. Et donc, je mets un code sur le cloud. C'est tout à fait possible. Un téléphone aujourd'hui, c'est un outil smart. C'est pour ça qu'on l'appelle smartphone. C'est un outil intelligent. C'est un outil intelligent. Il y a une possibilité infinie. Avec son couple, on peut trouver l'équilibre entre... Et c'est quoi l'équilibre que vous proposez finalement? Il n'y en a pas d'équilibre. Si vous devez faire, on va dire, une suggestion. Il n'y en a pas de standard. C'est légion, c'est fonction du couple. Absolument. Et de ce que vous vivez, ce que vous partagez avec l'autre. Ce que vous pouvez cacher à l'autre, vous savez. Ce que vous ne pouvez pas le cacher, vous savez. Et si il faut laisser le téléphone vadrouiller sans code, etc., pour qu'il y ait la paix dans le couple, eh bien, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Moi, je dirais, en plus des raisons professionnelles... Et ce raisons sera ton mot de la fin, justement. En plus des raisons professionnelles, il y a aussi les raisons familiales. Écoutez, c'est pas parce que lui et moi, on forme maintenant une famille que j'ai plus une autre famille derrière. Et il y a des informations de ma famille qui n'est pas forcément en droit de savoir. Et je pense que c'est vice-versa. Oui, c'est l'intimité. Je pense que c'est vice-versa. Il y a aussi des informations de son côté qu'il n'a pas forcément envie de partager avec moi, pas parce qu'il ne me fait pas confiance ou qu'il ne m'aime pas, mais juste parce que pour la stabilité du couple, pour la confiance, pour la stabilité aussi de sa famille. Alors, Mylène, on en vient à présent à toi parce qu'on est en train de faire le dernier tour de table pour clore. Ce sujet, oui, c'est déjà le dernier tour de table, malheureusement, parce que là, on en est encore à environ 3-4 minutes pour la fin. Mylène? Je trouve toujours que des raisons, il n'y en a pas. Pouvoir cacher certaines choses ou pouvoir avoir une vie privée en griffe. Dans la vie privée? Dans la vie... Vous voyez, ça fait déjà bizarre. Ça fait déjà deux vies privées. En étant en couple, que ce ne soit pas... Ils ont déjà trop crochus, c'est vrai. Que ce ne soit pas sûr... On va régler ça à la fin du plateau. On règle ça hors caméra, hors micro. Je peux y aller? Oui, mais allez-y. Que cette vie privée ne soit pas sur notre téléphone. On peut, oui, bien sûr, on peut s'arranger pour l'avoir carrément ailleurs, mais le téléphone ne doit pas être objet de discorde, de dispute entre celui à qui j'ai dit oui pour la vie. Alors, M. Boussou, est-ce que parfois aussi, on va dire, l'excès de l'utilisation de téléphone portable dans le couple, c'est-à-dire madame rentre à la cuisine, elle a son téléphone portable, si c'est pas Inks qui allait envoyer un audio dont elle en sourit jusqu'à éclater de rire, si c'est que c'est un ami qui l'a appelé, et tout le temps, et surtout, c'est quand le spécimen est masculin que cela pose suffisamment de problèmes. Ah oui, et là c'est compliqué, il faut dire aux dames... Et de la même façon aussi, monsieur, il rentre tout le temps, il met les pieds sur le guéridon. Il a de mauvaise humeur, mais quand le téléphone sonne... Il allume la télévision et puis il prend son téléphone et à volo, en fait. Oui, en fait, cet outil, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser pour que cela ne nous désocialise pas. Parce que parfois, on devient comme des pantonymes, des guignols. Il ne faut pas être trop dépendant de cet outil-là. À la fois que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parfois, il y a des gens qui ont été obligés de manger un repas calciné tout simplement parce qu'entre-temps, madame ne s'est pas rendu compte que le feu, disons qu'il fallait bien redire, bon, finalement, tout part en vrille. Donc, ce qu'il vous dit, c'est que cet objet-là, il ne faut pas... Après tout, c'est un objet. C'est nous qui décidons des règles du jeu. Ce n'est pas cet objet qui viendra nous dicter sa loi. Donc, il faut le discipliner et que chacun sache que, disons, le téléphone, il est privé, on ne le partage pas. Si on vous autorise, pas de problème. Allez, on me souffle que j'ai encore quelques petites minutes, le temps de faire un nouveau tour de table. Un nouveau vrai tour de table, un vrai tour de table cette fois-ci, un vrai dernier tour de table cette fois-ci.
On dit, mais Il est- la question que je me pose, c'est que si nous sommes d'accord pour nous mettre en couple, d'accord, c'est que nous nous sommes jurés amour, fidélité et confiance. Et si déjà, le fait de ne pas partager le code, sinon le fait de mettre un code de verrouillage que l'un ou l'autre des partenaires ne connaît pas, est-ce que déjà ça ne part pas sur de mauvaises... On ne démarre pas notre relation sur de mauvaises bases? Non, dès lors qu'on se fait confiance. À mon avis, dès lors qu'on se fait confiance. Vous savez, quand on vit ensemble, tellement on partage des choses que vous pouvez même anticiper sur les réactions de votre conjoint. À mon avis, ça, c'est suffisant. Le fait qu'on ait mis un code sur le portable, mais est-ce que ce n'est pas franchement. dichotomique finalement? Je dis, je te fais confiance, mais dans le même temps, je ne veux pas que tu aies accès à mon Mais il téléphone. faut comprendre que ce n'est pas à cause de toi que j'ai mis justement le code. Il n'y a pas que toi qui peux avoir accès à mon portable. Oui, mais donne-moi Dans le mon code au environnement- moins. Mais donne-moi le code pour que moi, au moins, j'ai accès à ce code. Pourquoi rassurer? Alors, si ça peut rassurer, si ça peut c'est le rassurer. code qui va te Si rassurer, je mon te dis, amour. si je te Parce fais que savoir cela- que c'est ce qui me rassure. C'est le code qui va te rassurer. C'est pas une garantie tout risque. Non. C'est pas une assurance tout risque. Le fait qu'on te donne le code, si quelqu'un veut être en plus, si Monsieur c'est un homme, Boussou, si- Monsieur si Boussou. un mari veut être volage, il n'a pas besoin, c'est pas à cause du code. donc, C'est pas à cause du code. C'est-à-dire qu'on s'enlève de la tête que le fait qu'on t'ait donné le code, c'est une assurance tout risque. Mais Monsieur Boussou, elle me donne le code pendant un 1-2 ans, je ne fouille jamais son téléphone et un bon matin de la 3e année. On te donnera. Pendant qu'elle ne le sait pas, enfin pendant qu'elle ne s'y Mauvaise attendait idée. pas, je prends le téléphone et je tombe sur des messages d'infidélité. Je me rends compte que peut-être mon enfant, il n'est pas le mien. Celui que j'ai toujours considéré comme mon garçon, il n'est pas le mien. Ça, je l'explique comment? Ben, ça veut dire que la relation n'était pas partie sur de bonnes bases, tout simplement. Vous savez, parfois- Aussi simple que cela. Et puis ça ça n'a n'a rien à voir jamais avec le dépendu portable. du téléphone. Et dans c'est ces clair. cas-là. Ah bon? Traitement Mais le téléphone peut décanter certaines situations. Le problème, il est ailleurs, il n'est pas au niveau du téléphone. Messieurs, Sur la question du, Le sur la téléphone n'est question pas- du code, sur la question du code, et donc quand vous vous interrogez sur ce que la confiance devrait permettre, qu'on sache au moins, qu'on ait connaissance au moins du code. Vous partagez le code de votre carte Visa avec votre conjoint, votre Merci, conjointe. belle ça, question. ça dépend De quoi? ça dépend de Aïe, aïe, votre aïe. régime Aïe, aïe, aïe. En matrimonial. situation. Non, aucun régime matrimonial Si ne c'est la, dit- si c'est la communauté des biens, c'est Même que- en cas de Ouais. communauté des biens, il n'y a On a un compte- obligation. on a un compte qu'on utilise tous deux. oui, Donc c'est chacun bien. a Compte assez. personnel. Et on Tu peux lui compte sur la donner ton responsabilité compte. de Et là, l'autre c'est pour faire des dépenses personnalisé. catholiques. J'ai une question Et à là, Mylène. cela J'ai une est question pour personnalisé. Mylène. Quand vous partagez un compte en commun, c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est- On est d'accord. La carte Visa, la carte bancaire, vous partagez le code avec votre conjoint ou conjointe seulement si vous le désirez. Bien sûr. Il en est de même et il en va de même pour le téléphone portable, qui reste à usage personnel, intime et unique. Seulement qu'à valide, Nicolas. défaut, le compte en banque, on sait ce qu'il y a dedans. C'est l'argent, tout le monde Oui, le sait. tu peux pas Mais faire le téléphone cette portable, comparaison. personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Le Tu compte veux le en savoir banque, pourquoi? vous n'avez pas Tu veux forcément envie de connaître savoir pourquoi? combien de zéros il y a après les Mais chiffres. on sait quand même, on a l'assurance que c'est de l'argent il y a à l'intérieur. Dans un téléphone, Mais dans on sait un ce qu'il y a dans téléphone, un il peut y avoir des messages, il peut y avoir des images. Il y a des mess- Il y a des images. il y a Les plusieurs. images sont des messages aussi. L'argent qu'il y a, Messieurs, merci. l'argent Merci, qu'il y a dans Nicanor. votre, non, l'argent qu'il y a dans votre compte en banque, vous pouvez le retirer en yens, en yuan, en euros ou en dollars. C'est la Nicanor, même chose. Nicanor, Et- et- Nicanor, Emma, tu vous faites permets? une fuite en avant. Non, pas du Rebecca, tout. merci, merci, Attends, merci, attends, merci. juste un mot pour Vraiment, finir. merci. Merci, Non, 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 Rebecca. non. Mylène, Rebecca, non, Rebecca, j'ai une merci. question Allez, pour envie Mylène. de me martyriser. J'ai une question Non, pour il n'y a plus de questions qui Mylène. tiennent. Il y a plus J'ai de une questions qui question tiennent. pour Mylène. Oui. Pourquoi il y a certaines femmes qui ne partagent pas le montant de leur salaire avec le mari? Ça, c'est manque de confiance? Ça, c'est un autre débat. Non, mais C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un manque de Faut-il- confiance? Faut-il Non. faut-il Non, partager c'est son pas salaire un avec effet son de manque de conjoint? confiance. C'est un autre débat. Le prochain sujet. Et ce sera vendredi. le dernier. Ce sera le dernier. Merci, Djibril Boussou. Touka. Merci, Rebecca. On se rend compte que vous trois, c'est-à-dire de mon extrême gauche, donc jusqu'à la pointe de l'arc de cercle, qui est Nicanor. Bien sûr, jusqu'à la pointe de l'arc On de a cercle qui réussi est à les Nicanor. débaucher, justement. Oui, bien Ah sûr. non, On se rend compte. On ne partage pas tout le temps. On se rend compte même que, avis. Mylène, je suis on se rend désolé compte pour que toi. vous êtes contre, vous êtes En tout cas, ce contre, matin. vous êtes pour le verrouillage du téléphone portable dans le couple. Et Mylène qui prône la liberté du téléphone, le téléphone. Elle est minoritaire. Elle est Non, pas du opposante, 3 mais contre elle est 2, moi je n'avais minoritaire. pas d'avis. Je n'avais pas d'avis, Ah pas ouais. du tout. Allez, on Tout le installe à monde- présent tout le monde le a quiz. vu son Le avis. quiz à présent.
Alors, ne serait-ce que pour le quiz, ils vont se mettre d'accord en tout cas, tous deux, Nicanor et Mylène. Je tremble. Mylène et Nicanor Aïe, aïe. qui forment l'équipe A, équipe Barcelone. Équipe Barcelone. Équipe Barcelone. Écoutez, équipe Barcelone. Équipe Barcelone. Là, il y a Lionel Messi. Là, il y a Lionel Messi. À côté, il y a Luis Suarez. Et là, il y a équipe Bayern Munich. Là, il y a Thomas Müller. Là, il y a Thomas Müller. Là, il y a Robert Lewandowski. Bien sûr. Le quiz est terminé. Allez, qui suis-je? Soyez très attentifs, sinon vous pouvez passer à côté. Qui suis-je? J'avais 17 ans lorsque le Dahomey est devenu la République populaire du Bénin. Je suis une personnalité profondément impliquée dans le monde des affaires et la gestion des affaires publiques et privées. J'ai eu une brillante carrière après mon diplôme à l'École nationale supérieure de Paris, agrégé de sciences économiques, d'histoire économique et d'économie du développement. J'ai été enseignant, consultant pour le programme des Nations Unies. Mauvaise réponse. Et là, vous n'avez plus la main. Consultant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, chargé de mission auprès de deux ministres français de l'économie, Laurent Fabius et Michel Dreyfus. Précisez votre pensée. Lionel Zissou. Afro-optimiste convaincu, j'ai été le Premier ministre du Bénin, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Je suis Lionel Zissou. Un point pour le FC Barcelone. Que suis-je? Et là, je vous explique le principe. Aujourd'hui, l'un ou l'autre qui donne une réponse, une mauvaise réponse, perd la main. On attend l'équipe en face qui donne sa réponse avant de continuer. C'est bien. Depuis quand vous avez changé ces règles? Il vient de changer. Il fait les règles Allez, en cours du jeu. qui suis-je ou que suis-je? J'ai été conçu par l'architecte Minoru Yamasaki. J'étais un symbole de la puissance américaine aux yeux du monde entier et une icône de New York. Les deux tours jumelles du World Trade Center. Je suis un complexe composé d'immeubles d'affaires situés dans le quartier de Lower Manhattan aux États-Unis. J'ai été marqué par un incendie le 13 février 1975, puis par un attentat à la bombe le 26 février 1993. J'ai été intégralement détruit par deux avions détournés le 11 septembre 2001. Je suis le World Trade Center. Il y a 19 ans, le World Trade Center a été détruit. De 1. On a marqué nos deux buts. Ils peuvent marquer le 8. De 1. Qui suis-je? Né en 1821, je n'ai que 6 ans lorsque mon père décède. Ma mère se remarie un an plus tard. Je refuse cette union. J'entre au lycée Louis le Grand à Paris et me fait remarquer par mon caractère rebelle. Je commence à fréquenter le quartier latin. En 1839, je suis renvoyé de Louis le Grand mais obtiens néanmoins mon baccalauréat. Je choisis délibérément une vie de bohème. Ma famille, qui n'apprécie guère ma vie dissolue, me pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une source d'inspiration. Je suis un célèbre écrivain français, considéré comme le père du symbolisme en France. Je suis l'auteur de l'ouvrage Les Fleurs du Mal. Mais qui suis-je? Baudelaire. Je suis Charles Baudelaire. Bonne réponse. Bonne réponse pour le Real Madrid. Pardon, pour Bayern de Munich. Baudelaire. Il a mis des crampons, l'arbitre. Qui suis-je? L'arbitre met toujours des crampons. Qui suis-je? Je suis né le 24 octobre 1986 à Ontario, à Toronto. Issu d'une famille de musiciens. Mon père est batteur et mon oncle bassiste. Je me passionne très tôt pour la musique. Nicanor a une réponse? J'ai pas non. appuyé. Je suis acteur et un rappeur d'origine canadienne. J'ai sorti... Comment il s'appelle? C'est Drake? Drake! Yes! Yes! D'origine canadienne, c'est beau, c'est joli. J'ai sorti 3 albums studio et de nombreux mixtapes au cours de ma carrière. Star majeur du hip-hop de ma génération. J'ai collaboré avec les plus grands artistes du moment. C'est mon deuxième album, Take Care, en novembre 2011, qui va surtout faire de moi une star internationale. Il est précédé de plusieurs singles dont Dreams Money Can't Buy, ainsi que Marvin Room et Headline, tous deux accompagnés de clips, ou encore Make Me Proud, vendu avec Nicki Minaj, et le Moto avec Lil Wayne. L'album Take Care est également élu meilleur album rap au 55e Grammy Award. En 2018, je sors le tube God's Plan où je distribue $1 million dans le clip. Je suis Aubrey Drake Graham. Je suis tout simplement Drake. Ça fait 2 partout. Et la question pour départager à présent, on est dans le Money Time. 2 partout. Je suis tour à tour plongeur. On est comment? 2 partout. Je le proclame ainsi. Bon. Qui suis-je? Allons-y. J'ai été tour à tour plongeur olympique et vendeur de bijoux au noir. Ancien mannequin britannique le 26 juin 67 à Sherbrooke,
En Angleterre, je suis repéré au détour d'une promenade à Londres par le réalisateur Guy Ritchie qui m'engage pour son premier film Anak, Crime et Botanique en 98 ainsi que Snatch qui sont tous deux de grands succès populaires. Je joue le plus souvent dans des films d'action, notamment dans la série. Là, vous pouvez réagir. Dans la série Le Transporteur. Le Transporteur, où je tiens le rôle principal, de même que The Expandable, le film de Sylvester Stallone. Je suis Jason Statham. Rebecca, tu y étais presque. Vous avez eu la possibilité de gagner le match dans le Money Time. Il faut laisser Barcelone gagner quelques fois pour flatter son ego. Il faut laisser Barcelone gagner quelques fois. Dans le Money Time, il fallait... on les laisse gagner cette fois-ci. Djibril, merci. Rebecca. Djibril, merci. Rebecca, merci. Mylène, merci aussi. Allez, cette émission est terminée. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette semaine. Je pense à Daniel Ada, à Guérin Dako, à Bénédicte Posso également, à Louis Koudogbo en maître d'orchestre. Il est resté le même, Fanny Boris Adanro. On se retrouve la semaine prochaine, déjà lundi, quand il sonnera très exactement 7h. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à lundi. Allez, on ferme la parenthèse.